Le week-end dernier, j'aurais donc fait 500 $. Ouais! Mes plus gros chapeaux depuis que je suis arrivé en Australie. Rien à voir avec mes débuts à Sydney. C'est pas non plus énorme, surtout pour un festoche. En France, j'ai déjà fait plus. Lundi matin, au draw, je découvre les nouveaux performeurs qui viennent d'arriver. Et dans le tas, il y a Bike Boy. Rien que de le voir, ça me fait chier. Ce type dégage quelque chose de nauséabond. Un regard vide, des tatouages sombres qui le recouvrent entièrement les bras et les jambes, une énergie obscure. Personne ne semble vraiment se sentir à l'aise en sa présence. Il est entouré d'une bulle de suffisance, fier d'être connu de tous, même s'il est connu en mal, fier d'être le performeur qui fait les plus gros chapeaux en Australie, et probablement un des plus gros chapeaux au monde. Fier d'être le représentant des artistes de rue à Sydney. Il a l'air tellement serein dans son rôle que je le soupçonne même d'être fier d'être un gros connard. Personne lui parle réellement, on échange quelques banalités du bout des lèvres, mais jamais de vraies discussions. Moi en tout cas, il me met mal à l'aise. Voir un type dans son genre, aussi puissant et aussi mauvais, ça me rend dingue. Depuis quelques jours, des clodos viennent assister au tirage au sort. Ils nous tournent autour, tout excités. Pour eux, c'est la fête de voir autant de street performers. L'un d'eux vient nous réciter un poème, une façon de nous remercier d'être là, une façon aussi pour eux de se mettre en scène et de faire de nous leur public. Bien sûr, je ne comprends rien au poème, mais comme tout le monde, j'applaudis pour le geste. Maintenant que j'ai un show mieux construit et un micro, je me sens d'attaque pour le centre commercial du mall. À nous deux, saloperies de galeries marchandes. Enfin bon, on verra ça demain, parce qu'aujourd'hui, c'est repos. Le week-end a été dur physiquement. Et on n'est pas un bon jour pour bosser, tous les magasins sont fermés. La grande rue piétonne qui longe les galeries marchandes est déserte. Je vois les performeurs avorter leur show, les uns après les autres, même eux. J'imagine même pas ce que moi je ferais avec mon spectacle de jour. Dire qu'on est censé être en festival ici, on est bien loin d'Aurillac ou de l'effervescence de n'importe quel festoche français. Mardi matin, Bike Boy n'est déjà plus tout seul. Il a déjà acheté 2 des clodos, il fait toujours ça. Et je suis pas étonné qu'il a pris les plus tarés de la bande. Un couple aux cheveux rasés, vraiment étrange l'un comme l'autre. La nana est chauve, les yeux exorbités, un survêt noir informe et les bras perpétuellement croisés sur sa poitrine flasque. Le truc bizarre avec elle, ce sont ses grimaces. Son visage est parcouru de tics nerveux très perturbants. Le mec a le crâne rasé aussi, et une barbe énorme, fendue d'un sourire de psychopathe. Les yeux aussi fous que ceux de la nana, ils doivent carburer à la même cam. Je regrette de ne pas les avoir pris en photo. Des personnages de films d'horreur. Allez voir, je me demande s'ils sont pas hospitalisés dans un établissement psychiatrique. Ça doit être leur jour de sortie aujourd'hui. Aucune ironie dans cette supposition. En tout cas, leur statut de demandeur d'emploi a pris fin. Ils sont maintenant les esclaves de Bike Boy à plein temps. Contre quelques dollars, ils ont le plaisir de chercher son café, promener son chien, faire ses courses, porter son matos et surtout tourniquer autour de lui comme des animaux de compagnie. Ce matin, à l'heure du draw, le tirage au sort, ils se battent presque pour avoir l'honneur de servir sa tasse au maître, y mettre des petits sucres et faire tourner la cuillère. Ils ne se rendent même pas compte que tout le monde les regarde. Pourtant, pas un performeur n'a manqué la scène immonde. Bike Boy, lui, prend l'air le plus naturel du monde. Très fier, comme d'hab, mais tout est calculé. Ce type est un pro du spectacle. C'est lui qui dirige cette mise en scène surréaliste. Il est donc assez barge pour penser qu'en asservissant des paumés, il va renforcer son image auprès des autres artistes. Ce mec est encore plus cinglé que ses esclaves sortis d'asile. Pour ce petit numéro, les clodos ont gagné un café chacun. Ils sirotent leur boisson chaude à petites gorgées bruyantes, le visage plissé d'un sourire dégoûtant. J'aurais dû filmer tout ça, puis envoyer la vidéo à Nescafé pour qu'ils en fassent une pub. J'imagine très bien la séquence du clodo psychopathe ayant siroté son café, qui balance la réplique culte « Hey, what else ?» À Sydney, c'était pareil. Là-bas aussi, un malheureux bossait pour lui. Faire le garde, debout, à côté du 4x4. 4x4 nacre et chrome, pour la carrosserie, flambant neuf, que Bike Boy gare directement sur le spot. Personne d'autre, bien sûr, n'a de 4x4 ou ne peut se garer sur le spot. Mais être représentant des street performers donne certains privilèges. Et c'est vraiment triste, car bien plus que d'offrir des privilèges, son statut lui confère des putains de responsabilités, c'est-à-dire veiller au bon déroulement des spectacles de rue dans sa ville. En théorie, c'est ce mec que je dois aller voir si j'ai besoin d'aide. Tu rigoles, ouais, tu parles d'une blague. Au mieux, il m'embaucherait pour lui servir le café et me battre avec ses autres clodos. En parlant de Sydney, un détail me revient à l'esprit. Bike Boy avait une copine là-bas, une gamine. Mais quand je dis une gamine, environ 16 ans. Lui, il doit en avoir 40. Même pour moi, elle paraissait jeune. Alors pour lui, elle restait toute la journée à le bécoter sur le spot et comptait sa thune lorsqu'il finissait le spectacle. Un jour, à côté du 4x4, une vieille bagnole est apparue, image surréaliste.
La bagnole, c'était un cadeau pour sa pute. Elle, folle de joie, accrochée à son cou, lui, sans un sourire, tu sais, comme un vrai thug, impassible, du grand art. Et Bruce, son disciple, cette petite merde, la bave aux lèvres, plein d'envie et d'admiration pour son maître. Les autres performeurs et moi-même, perplexes, mal à l'aise évidemment, nous étions malgré nous les spectateurs de cette espèce de détraqué. Je me demande si ce petit show n'était pas encore plus crasseux que celui des clodos serveurs de café. Revenons à Adelaide. C'est au tour de Joe de jouer. Le petit gros, il s'appelle Joe. J'ai fini par apprendre son nom. Aujourd'hui, la rue est moins pire qu'hier. Les boutiques sont ouvertes, il y a quelques passants. Mais ça reste extrêmement dur. Malgré ses efforts, personne ne s'arrête pour le regarder. Au moment d'abandonner, je vois bien qu'il est abattu. Mais pas le temps pour la compassion, j'enchaîne derrière lui. Et pour moi non plus, ça va pas être Disneyland. En me laissant le spot, il me dit « N'y va pas, c'est de la merde ». On aurait dit un survivant des tranchées. Mais j'y vais quand même. Avec mon nouveau micro, j'ai plus peur de rien. Même si tout foire, je peux rester au milieu de la rue à déblatérer des conneries aux gens qui passent. Et c'est d'ailleurs ce que je fais, le tout dans un anglais douteux. Je prépare le matos en continuant de tchatcher, puis lance un warm-up devant les 4 ou 5 âmes perdues qui passaient par là. Je gigote tout seul, en plein désert. Tu parles d'une ambiance ? Impossible de placer qui que ce soit devant ma corde. Comme pour les autres, mon cercle ne se forme pas. Je m'en fous, je joue avec mon micro, je raconte ma vie et tout ce qui me passe par la tête, pourquoi pas ? Et puis finalement, c'est au tour de Bike Boy de faire son show. Je lui laisse la place avec plaisir et observe comment lui va réussir à bosser dans une merde pareille. Tandis qu'il se prépare, j'essaye de comprendre pourquoi ça a si mal marché. Quand j'ai joué, il y avait encore moins de passages qu'au créneau du petit gros. C'est l'enfer. Je remarque que les boutiques sont fermées. Il est pourtant à peine 5 heures. La dernière fois que j'ai bossé au mall à cette heure-là, c'était vendredi. Et le vendredi, les boutiques restent ouvertes. Moralité, il n'y a plus de passants quand les boutiques ferment. Et évidemment, sans passants, on fait pas de cercle. Logique. Bike Boy commence par arrêter quelqu'un. Pour y arriver, il se contente de dire qu'il va commencer un show, qu'il est bon et qu'il a juste besoin qu'une seule personne s'arrête. Une fois qu'il a quelqu'un, au bout de plus de 5 minutes quand même, il place cette personne juste devant lui. Et il lance sa musique en préparant le matos, sans jamais s'arrêter de parler. Il a une sorte de tchatch vaporeuse et hypnotique, un peu comme une télé. Il regarde jamais les gens dans les yeux, on l'écoute sans vraiment se sentir concerné. Le mur entre lui et les gens est tellement énorme qu'il est facile de s'arrêter sans pour autant se sentir engagé. Il n'y a pas du tout de contact entre lui et le public, pas d'intimité. On le regarde malgré soi, même si c'est moche, un peu comme quand on passe à proximité d'un accident de voiture. Et bon, au final, il arrive quand même à se faire un public. Bien sûr, c'est courageux de pas lâcher l'affaire et de vouloir faire son show jusqu'au bout, même en galère. Mais là, j'ai jamais vu l'hypocrisie pousser si loin. Il tourne dans son cercle, comme un présentateur de talk-show, en annonçant qu'il voit parmi la foule des individus merveilleux, alors que l'ambiance est morbide. Il regarde même pas le public. Motivé uniquement par l'argent, et déçu d'avance de savoir qu'il en fera peu, son show ne lui procure pas la moindre goutte de plaisir. C'est atroce de voir ça, surtout qu'il est un des seuls à avoir la technique suffisante pour construire un cercle aujourd'hui. À la fin, il fait quand même un petit chapeau, moins de $100, alors qu'il fait habituellement plus de 200, mais personne ne reste pour lui parler. Personne ne lui fait de câlin, ne l'embrasse. Les spectateurs se contentent d'aller mettre des sous dans son chapeau, lentement, comme des zombies, hypnotisés depuis 1 heure par un type qui les flatte, les hypnotise et finit par leur prendre de l'argent. Aucune atmosphère, pas d'amour, rien. Son show me paraît de plus en plus nuisible à chaque fois que je le vois. Alors que je m'apprête à rentrer me reposer au van, un mec vient m'aborder. Un badge du festival au cou, sûrement un organisateur. Il semble un peu mal à l'aise. Je sens qu'on l'envoie pour me casser les couilles. À tous les coups, c'est par rapport au feu ou à cause de mes acrobaties sur la poubelle. Et ouais, il faut dire qu'à chaque fois, je vais en piquer une qui traîne dans la rue et ça m'arrive d'oublier de la remettre. Mais en fait, rien à voir. Le type travaille pour une radio locale et veut m'interviewer. Ah bon ? Le problème, c'est que je bosse tellement que ça va être dur de me libérer. J'ai presque envie de refuser. Mais le type se détend et me paraît sympa au final. En plus, la radio est juste à côté du spot, alors j'accepte. Mercredi. Arrivé sur le lieu du draw, la plupart des artistes sont présents. Ils attendent le tirage. Bike Boy n'est pas encore arrivé, mais ses clodos sont déjà là. Il semble paniqué par son absence, un peu comme l'ouvrier qui débarque le matin à l'usine et tombe sur le portail verrouillé portant l'inscription « Fermé pour cause de délocalisation en Chine ». Peut-être bien que Bike Boy s'est envolé au bout du monde, aux USA, en Grande-Bretagne ou je sais pas où pour aller faire un contrat. Si c'est le cas, c'est possible qu'il ait oublié de prévenir ses clodos. Il gesticule frénétiquement en demandant à tous les performeurs
Où est Bagboy? Où est-il? Qu'est-ce qu'il y a les gars? Bah alors, vous avez pas reçu l'email de licenciement? Merde, c'est pas très sympa de sa part. Tandis que je discute tranquillement avec David, donc c'est le journaliste, la vieille folle vient m'interrompre en me postillonnant ses questions. Je prends mes distances, essuie mon visage et marque une pause, mécontent. Puis répond que j'en sais rien, et d'ailleurs, je le connais à peine moi ce type. À ce moment-là, quelque chose s'est brisé dans son regard. Elle s'est mise à hurler. « Oui, tu le connais! Il était là! Il est meilleur que toi! Bagboy est meilleur que toi !» Le silence tombe sur le draw, le temps s'arrête. Faut dire qu'elle a crié de toutes ses forces, possédée la vieille. Tous les autres performeurs se sont retournés vers la furie. Je recule, lentement, dégoûté, je la regarde, et je prends conscience du regard des autres, de la scène. Puis je l'aperçois, Bagboy, qui arrive parfaitement serein, comme si tout cela n'avait été encore que le fruit d'une de ses mises en scène. Ses esclaves courent à lui, ou plutôt rampent à ses pieds pour le soulager de son matériel. Il s'assoit tranquillement parmi nous, pendant qu'eux partent chercher le café en gémissant de plaisir. Ce mec est incroyable. Dans l'après-midi, un performeur renonce à jouer. Le maul a encore frappé. En laissant sa place ainsi vacante, il crée un déséquilibre dans le planning. Sachant qu'on est une vingtaine d'artistes et qu'on bosse comme des dingues dans des conditions de merde depuis bientôt une dizaine de jours, le moindre pépin peut dégénérer en conflit. Tout va bien tant que tout est clair. Chacun à son heure, on s'y tient. En surface, les relations entre artistes semblent assez superficielles, alors qu'en fait, ils se connaissent tous depuis des années. Et il y a un paquet d'histoires et de conflits passés qui rendent les rapports tendus. Même moi, je suis déjà en froid avec la connasse ou la houppe, je me méfie de Bagboy, je méprise le petit gros pour son manque de talent, et j'imagine qu'une bonne dizaine de performeurs me méprisent pour les mêmes raisons. Je viens à peine de débarquer. Alors ceux qui performent en Australie depuis plus de 10 ans, j'imagine même pas les relations tordues qu'ils entretiennent au sein de cette communauté. Le truc, c'est qu'on n'est même pas une communauté, mais juste un groupe d'individus hyper égocentriques, mégalomanes, psychopathes et névropathes au dernier degré. Nous sommes pour la plupart extrêmement solitaires et asociaux. La seule chose qui nous réunit, c'est de bosser au même endroit. On se réunit pas le soir, on se passe pas de coups de fil, on ne passe pas nos vacances ensemble. De toute façon, un vrai artiste de rue ne part pas en vacances. Donc, cet après-midi, il y a un trou dans le planning, et on se retrouve à être 3 ou 4 à se chamailler pour avoir la place. Celui qui se montre le plus hargneux est un blague de New York, Basketballman. Un spectacle complètement dément, il joue le rôle d'un super-héros qui fait du basket. Costume multicolore, un demi-ballon enfoncé sur le crâne en guise de chapeau, des gaines de dingue, bon show, mais super agressif sur scène. Rien qu'en le voyant jouer, j'avais deviné qu'il était américain à cause de ça. Cette façon qu'il a de gueuler sur le public, sa prétention et son look de mutant, en même temps c'est pas mal, je préfère ça à un jongleur endormi. Face à lui, le petit gros et un autre mec veulent également la place. Sans déconner, même le petit gros, mais il veut quoi? Il arrivera même pas à faire un cercle. Je dis ça, mais reste à voir si moi j'y arriverai. Au final, ils sont quelques-uns, dont certains plutôt bons, à se battre pour un spot de merde. Cette situation est surréaliste. Le mall n'a rien d'une opportunité exceptionnelle à saisir. C'est une simple rue marchande, avec des gens qui vont faire les courses. Et tous les passants sont du coin, c'est pas des touristes, ou comme moi je l'attendais, du public venu de toute l'Australie, voire du monde entier. Non, c'est juste les putains d'habitants du coin, du quartier, qui vont faire leur putain de courses. Ce festival, c'est quoi? C'est 25 street performers internationaux, parmi certains des meilleurs du monde, venus se chamailler dans une rue à la con, en attendant d'avoir une chance de bosser sur le Fridge Garden. C'est une blague. Pendant que les candidats s'étripent, le performeur qui jouait déjà continue son show, Nick Nicholas, un des plus grands magiciens de rue au monde, 25 ans d'expérience. Aujourd'hui, en représentation exceptionnelle dans le mall et contre toute attente. Le mec est tellement fort que tandis qu'il gérait son cercle dans cette rue maléfique, ce qui est déjà un exploit en soi, il a deviné notre querelle et l'opportunité du créneau vide. Une fois son chapeau terminé, tandis que les autres se prennent toujours la tête, devine ce qu'il a fait? Il a envoyé un autre show dans la foulée et du coup baisé tout le monde. Sur le coup, personne n'a vu la supercherie. Et quand on s'en est aperçu, il était déjà trop tard, il avait un nouveau cercle. Trop fort le magicien, il nous a tous bluffés. Puis moi je m'en fous, je ferai mon show à l'heure prévue. Aujourd'hui, je veux tenter un nouveau truc auquel j'ai pensé pendant le week-end. Au moment du saut de poubelle, je vais mettre un gosse sur les épaules du volontaire. Donc va falloir que je saute plus haut. Mais ça va beaucoup améliorer mon final de mettre en jeu la vie d'un gosse. J'arrive à faire mon cercle et à le tenir jusqu'au moment du final. Effectivement, au moment où je kidnappe un gamin du public pour le placer sur les épaules du volontaire qui tient la poubelle, je sens la tension monter. Du point de vue du spectacle, c'est génial. Par contre, d'un point de vue réaliste, va falloir assurer.
J'ai jamais testé l'acrobatie dans ces conditions. Si je saute pas assez haut, je décapite le gosse. Enfin peut-être pas, mais dans tous les cas, je peux pas me jeter en saut péruvrier et atterrir sur sa gueule. Faut que je passe au-dessus impérativement. Alors, au lieu de focaliser sur ma rotation, je focalise uniquement sur ma hauteur. Je prends une grosse impulsion et m'assure de bien passer au-dessus de la tête avant d'amorcer ma figure. Ça passe tout seul et je retombe quelques mètres plus loin avec souplesse. Yes! Un acrobate normal aurait fait des centaines de tests pour s'assurer de la sécurité, mais un vrai artiste de rue teste toujours tout en situation réelle. Et ouais, c'est ça la rue. L'enfant a survécu, le public est satisfait, petit chapeau à 55 $. C'est pas la folie, mais ça reste plus qu'honorable pour le mall, d'autant plus que mon show dure seulement 30 minutes. Vu qu'on dispose d'une heure, ça me laisse le temps d'en refaire un. Le temps que je remette mes affaires en place, Bike Boy arrive sur scène avec ses affaires et veut que je dégage. Normal. Mais je lui réponds, non, va mater le planning. Toi tu joues dans une demi-heure, là c'est toujours mon tour. Forcément ça l'énerve, personne lui parle comme ça et personne à part Nick n'a osé faire 2 shows d'affilée. C'est à ce moment-là que le petit gros arrive pour m'aider avec une réplique de la mort. Oui, il a le droit. C'est peut-être ridicule et puéril comme argument, mais je m'y accroche comme le plus mauvais comédien du monde. Oui, j'ai le droit. Pourtant, j'en ai vraiment rien à foutre de m'éterniser sur ce spot de merde. Pour être honnête, je sauterai sur la moindre excuse pour aller me reposer. Mais faut comprendre un truc. Faire un one-man show physique, c'est comme faire un match de foot, un combat de boxe ou un truc comme ça. Ça vide l'énergie et implique de grosses émotions. Les athlètes font pas des compétitions sportives tous les jours, et encore moins 2 d'affilée sans la moindre pause. Donc ouais, c'est dur, c'est très dur. Mais tant que je peux faire chier ce connard de Bike Boy, c'est toujours ça de prix. Il tient une tête d'abruti, du genre la tête qu'on tire lorsqu'on se fait baiser sans trop comprendre comment. Moi, ce que je savais pas encore, c'est qu'ici, contrairement à Sydney, il n'a aucun pouvoir. Il est même très mal vu, suite à une baston qu'il avait eue avec un autre artiste. À la moindre connerie, il peut se faire jeter hors de la ville. Alors, si cet enculé démarre une baston avec moi maintenant sur le spot à l'horaire où je suis censé jouer, il est complètement grillé. On lui refusera l'accès au garden. De toute façon, ça change rien. Il est maintenant trop tard, les magasins ferment et le spot devient pourri. Je fais à peine 15 $ sur le deuxième show. C'est dead. Après ça, Bike Boy enchaîne et moi je me barre. J'apprendrai le lendemain qu'il a renoncé et n'a même pas fini son show. Waouh, c'est la première fois que j'entends ça. Bike Boy qui renonce. Et même moi j'ai fait 15 billets. Alors Bike Boy, tu t'es fait griller par un gosse ou quoi? Le type de la radio est revenu, David. Il me propose de m'héberger et de me faire un massage. Pourquoi pas? Ça peut paraître étrange comme proposition, mais je le sens bien ce mec. Quand on a discuté, le courant est bien passé et il veut m'aider. Ok, jeudi. Encore et toujours le mall. Je continue mon apprentissage en bouffant du bitume chaque jour. Le soir, je rejoins David pour recevoir mon massage. Au moment où je me retrouve nu sur son lit, avec un simple bout de tissu sur le cul, je réalise le côté bizarre de la situation. Mais qu'importe, j'ai vraiment trop mal. À force de bosser comme un psychopathe, mon corps n'est plus qu'un nœud de douleur. La situation est étrange, parce que je pense que ce mec est gay. Décidément, j'en croise partout. Mais je pense que comme Serge, il veut sincèrement m'aider, et qu'il a une vraie technique de massage. Dans tous les cas, je suis pas inquiet. Il est seul, et je me sens pas du tout dominé physiquement. S'il avait un comportement douteux, je resterais maître de la situation. Et quoi qu'on en pense, il est très dur de bluffer quelqu'un lors d'un massage. Le contact est permanent, et pour peu qu'on fasse un peu gaffe aux énergies, il est aisé de différencier le contact sexuel d'un contact thérapeutique. En l'occurrence, David est super pro du début à la fin. Son massage m'a fait énormément de bien. Gros soulagement musculaire. Les jours suivants, il a d'ailleurs reçu des visites d'autres personnes qui venaient se faire masser et qui payaient pour ça. Au final, je suis content d'avoir su profiter de l'opportunité. Vendredi soir. Je joue dans le Garden à 11h. Ah, ça c'est cool. Très bon créneau. Et c'est peut-être grâce au massage, mais je me sens particulièrement en forme. Je décide de jouer quelques fois dans le mall avant. Le vendredi, les magasins ferment plus tard et la rue reste fréquentée. Ça me laisse un petit peu de temps. En y pensant, le massage n'explique pas tout. C'est pas normal que je sois en si bonne forme. Depuis une dizaine de jours, je bosse comme un dingue. Ah, c'est sûrement la créatine qui me fait tenir le coup. Pas mal ces petites pilules. Je fais donc un premier show vers 19h, mais ça donne pas grand chose, ambiance merdique. Le gros est de retour, il vient me coller comme d'habitude et commence à me filer des conseils. Pourquoi est-ce qu'il fait toujours ça? Je l'ai jamais vu réussir à faire un cercle et il vient m'expliquer quoi faire. D'après lui, je devrais rejouer maintenant, parce qu'il y a encore du monde dans la rue. N'importe quoi, laisse-moi tranquille. Je vais pas me cramer sur ce spot de merde alors que je joue au Garden dans 2 heures. Tandis qu'il continue de me donner son avis de force, les éclairages publics s'allument. L'atmosphère change alors complètement. Maintenant c'est bon. Ah ouais, là j'en refais un, ce coup-ci avec le feu. Le show se passe bien, mon premier gros show dans le mall. Par contre,
il y a un paquet de mecs bourrés dans le public, alors qu'il est que 20h. Hallucinant, et il y a un vrai problème d'alcool dans ce pays. Dès que le soleil se couche, les honnêtes gens se planquent chez eux ou vont dans les bars. Ils ne sortent pas dans la rue la nuit. C'est la vérité, cette bande de cons a peur du noir. Sauf les soirs de festivals, fêtes nationales, etc. Dur à avaler, mais c'est comme ça dans la plupart des pays anglo-saxons, ou en tout cas, c'est à ça que ça ressemble. Dans les pays latinos, c'est tout l'inverse, ils vivent la nuit toute l'année. Malgré le niveau d'alcoolémie de mon public, j'arrive quand même à les gérer et finis le show en beauté. 70$, ça commence à être honorable vu le spot. Maintenant, il est temps d'aller au Garden. Il est tard, mais c'est encore rempli de monde. Moi, j'ai un nouveau micro de meilleure qualité que j'ai acheté il y a quelques jours et je suis en forme. Ça va cartonner. Un truc intéressant, mon instinct est toujours fidèle. Quand je sens que la situation est perdue, ça foire. Et au contraire, quand j'ai un bon feeling, effectivement, je cartonne. Je peux sentir ça bien avant d'arriver sur le spot. Et pourtant, la réussite du show ne dépend pas que de mon niveau d'énergie, mais j'ai un genre de détecteur. Ce soir, par exemple, je suis convaincu de faire un carton. Et c'est exactement ce qui arrive. Le show se déroule encore mieux que prévu. C'est le meilleur que j'ai jamais fait en Australie. La super blonde et sa copine sont revenues. Pendant le spectacle, j'ai fait quelques blagues sur elle, en expliquant à tout le monde que je fais pas mon boulot pour l'argent, mais pour trouver une copine. Et en l'occurrence, cette blonde me plaît beaucoup. Tous les regards du public se tournent vers la nana, un grand classique. Vu qu'elle a une canette à la main, j'explique qu'il y a des grandes chances pour qu'elle soit bourrée d'ici la fin du spectacle, ce qui m'aidera à conclure. Elle salue ma dédicace en buvant une nouvelle gorgée de sa bière, comme pour m'encourager. Les gens se marrent, l'atmosphère est vraiment agréable et je ramasse un chapeau énorme. À la fin du show, les deux canons reviennent me voir. Après un tel succès, je me serais quand même attendu à ce que la blonde reste avec moi. Et j'ai mis le feu à plus de 500 personnes et empoché près de 300$. Même suivant ces critères élevés, ça devrait compter un petit peu. Mais non, elle refuse sous prétexte qu'elle reste avec sa copine. Technique numéro 14 du manuel de la parfaite petite pétasse. Et je suis même pas étonné. Elle veut que je l'appelle dans la semaine. Ben tiens. Sauf que derrière elle, quelques autres filles attendent leur tour pour me parler. Donc s'il te plaît, tu dégages. Et suivante. Les suivantes sont des Françaises. Oh, l'une d'elles est super sympa. Simple, agréable et plutôt rigolote. On parle un peu pendant que le show suivant commence. Je suis agréablement surpris. Elle est cynique, très sûre d'elle-même et rigolote. Pas du tout intimidée. J'aime bien son caractère. Elle me ressemble un petit peu. Lorsque sa copine veut rentrer, elle choisit de rester avec moi. Ah, sur ce coup-là, elle marque un point. C'est à ce moment-là que je me suis posé la question. Est-ce qu'elle me plaît ? Pour l'instant, elle paye pas de mine. Habits discrets, chaussures de marche, donc très peu féminines, pas de maquillage ni de coiffure élégante, et son attitude est naturelle. Elle use absolument pas de séduction. Pourtant, en y regardant bien, elle a du charme. Dans tous les cas, elle m'amuse, et c'est déjà une assez bonne raison pour passer la soirée en sa compagnie. Je l'appellerai Francesca, ça n'est pas son vrai nom, mais je lui ai raconté pour mon carnet de bord, elle a dû sentir avec son intuition féminine que un jour, des centaines de lecteurs écouteraient mes récits, et c'est sans doute pour ça, dans un élan de génie prémonitoire, qu'elle m'a demandé de taire son nom. Le type qui joue après moi s'appelle Dantastic. C'est le gars à la coiffure bizarre qui avait réussi à jouer le premier jour, tandis que moi, j'avais foiré mon show comme un débutant. Je le détestais presque pour ça. Comme quoi, des fois ça tient un peu de choses. Si ça se trouve, lui aussi me déteste, et pour une raison encore plus futile. Bienvenue dans le joyeux monde des artistes de rue. Au final, j'adore ce qu'il fait. Il a un des shows les plus originaux du festival. C'est le seul à proposer du théâtre. Il est super fort en improvisation et incarne un personnage noir, dépressif et cynique. Les gens ont du mal à accrocher, mais moi j'explose de rire toutes les 2 minutes. Artistiquement, il est un des meilleurs que j'ai vu ici. Mais ça va être dur pour lui. Après mon show, le Garden s'est vidé. Et au lieu de faire un effort pour amadouer le public, il fait preuve d'une nonchalance hallucinante. Déjà, il arrive sur scène avec une canette à la main, visiblement bourré. Et pendant une demi-heure, il n'a rien fait. Il s'est contenté de déblatérer des obscénités en pointant les gens avec sa bière. Mais tout le monde était mort de rire. En regardant ça, je me demandais, qui, à part un artiste de rue, peut faire ce genre de truc ? Captiver une audience sans rien faire, juste avec son charisme, sa présence. Pour donner un exemple des conneries qui sortent, un gosse faisait du bruit, Dan a sorti un sac plastique de ses affaires, l'a donné au gamin et lui a dit « Tiens, mets ça sur ta tête ». Il fait aussi parler sa cravate et discute avec. Étant bon acteur, la cravate prend vraiment vie. Et ce qui est hilarant, c'est qu'il lui coupe toujours la parole en étant super méchant avec elle. La ferme, personne t'aime, t'es qu'une cravate. Tout le monde est là pour voir du jonglage, des performances incroyables, et pas une stupide cravate qui parle. Pour son final, il s'épingle le visage avec une vingtaine de pinces à linge, tout en récitant du Shakespeare.
On est très très loin du final classique avec ce putain de jongleur sur son monocycle. Du Shakespeare, sans déconner, dans la rue, respect. Et le meilleur, c'est qu'il est assez bon pour faire passer la pilule. Un matin au draw, il m'avait laissé le prendre en photo. Face à l'objectif, il me fait un bras d'honneur. Le cliché représente bien l'opinion qu'il a de moi, je crois. Il doit me voir comme un gamin frimeur qui déhanche son cul de petit français pour survivre. Et effectivement, on n'est pas loin de la réalité. Après son spectacle, Francesca et moi sommes rentrés ensemble. Nous habitons dans la même direction. On ne se connaît que depuis quelques heures, mais je me suis un peu attaché à elle et j'ai donc décidé de lui offrir une glace à 50 centimes au McDonald's, la grande classe. Puis nous sommes arrivés au croisement de nos routes, un feu rouge que je connais bien. Je passais par là tous les jours lorsque mon van était encore garé dans le coin. Et je sais pas pourquoi, mais j'aurais pu jurer que c'est ici que la suite de la soirée se déciderait. En tout cas, à ce moment où je lui propose de finir la nuit avec moi, je suis incapable de savoir si elle va accepter ou non. Et ça, c'est original. Normalement, avant de tenter ma chance, je sais plus ou moins quelle sera la réponse. Comme si c'était gravé sur le front de la nana. Souvenez-vous de la princesse, incapable de s'exprimer. J'ai répondu à sa place, c'était facile, et ça l'a soulagée. Bon, pas pour longtemps, vu ce que je lui ai balancé dans la gueule juste après, mais sur le coup, j'ai vraiment exprimé ce qu'elle n'arrivait pas à sortir. Enfin bon, cette incertitude m'amuse. Francesca hésite, elle ne sait pas non plus. Mais elle ne cherche pas de fausses excuses, son incertitude me paraît sincère. On continue donc de discuter un peu, ça lui laisse le temps de réfléchir, et finalement, elle finit par accepter. Parce que j'ai des vidéos de David Bell sur mon ordi. David Bell est un des inventeurs du parkour, l'art du déplacement, un genre de Jackie Chan français. Je l'aime bien, elle aussi. Mutuellement satisfaits par notre prétexte, nous marchons ensemble en direction de mon van. Sur la route, je réponds à ses questions, lui explique pourquoi je vis dans la rue, le rapport avec mon père, le fait que je doive maintenant prouver ma valeur au monde, tout ça. Elle m'a aussi un peu parlé d'elle. Une vraie aventurière solitaire, c'est très rare. La seule que j'avais croisée jusqu'à là était Emily, l'écossaise. Une fille bien, elle aimait le sexe anal, c'est vous dire à quel point elle était bien. Une fois dans le van, Francesca a continué de me surprendre. Sous ses vêtements de randonnée, j'ai découvert une jolie fille, à la peau douce et au dessous sexy. Ses cheveux, colorés au henné, en portent encore l'odeur, ça me plaît. Je compte mes sous au réveil, ça me met toujours de bonne humeur. Enfin, ça dépend quand même du show de la veille. Là, en l'occurrence, j'ai fait le boss, 370 $, ma plus grosse journée en Australie. Ça commence à devenir bon. Mais soyons lucides, sans le Garden, j'aurais jamais fait une telle somme. Et puis mon coup de speed mystérieux s'estompe, je commence à être super fatigué. J'abandonne Francesca au McDo et vais consulter mes emails au cybercafé. Aujourd'hui, je ne jouerai pas dans le mall. Non pas que je veuille me reposer, mais durant tout le week-end, il y a une compétition entre artistes de rue. Et pour participer, il fallait être inscrit. Seuls 10 artistes sont dans la compétition. La plupart n'étaient même pas là les jours précédents et sont venus juste pour l'occasion. L'un d'eux me marque spécialement, Mario, Queen of the Circus. Tout son show est basé sur la musique de Queen. Il est génial. Un des plus grands artistes de rue que j'ai jamais vu. Toutes ces séquences sont ultra originales et efficaces. Au début, il commence par des routines de jonglage, le truc que je déteste. Mais lui, il est tellement fort que j'adore. Ses mouvements sont parfaitement chorégraphiés sur la musique, et à chaque fois qu'il fait tomber une massue, sa volontaire fait une mini-danse rigolote apprise juste avant, ce qui fait marrer tout le monde. Et c'est génial, le type est un des meilleurs jongleurs que j'ai jamais vu, son niveau est hallucinant. C'est la première fois que je vois une telle maîtrise, ou ce genre de figure. Il rattrape les massues avec les pieds, il les renvoie de la même façon, enchaîne des tricks, donc des figures incroyables, et le tout en rythme. Il a construit son numéro de telle façon à ce que le public n'attend qu'une chose, qu'il se foire, qu'il fasse tomber une massue et que de nouveau on puisse admirer la petite danse rigolote avec la volontaire. Alors parfois, il fait exprès d'en faire tomber une, juste pour nous faire plaisir. Puis il enchaîne avec un numéro de monocycle, mais place la volontaire sur ses épaules. Ça enchaîne sur un combat de bananes avec le copain de la nana. Ils bouffent une banane et se la crachent dessus l'un et l'autre. Le copain doit ensuite chanter une chanson en karaoké avec le micro, tandis que Mario finit en slamant sur son cercle comme dans un concert. J'ai rarement vu une telle émotion. À la fin du show, tout le public est amoureux de lui. Il ramasse un chapeau énorme alors qu'il parle quasiment pas d'argent. Et moi, je reste là, impossible de m'en aller. Il m'a hypnotisé. Ce qu'il vient de faire, c'est mon rêve. Et tout ça dans le mall ? De la pure magie dans ce spot infernal. C'est comme de l'eau au milieu du désert. Ce mec est un génie. Sur un spot comme le Garden, je me demande quel genre de miracle il peut accomplir. Je recroise David à la fin du show et en profite pour l'accompagner jusqu'à chez lui. J'ai les clés du portail, mais pas de sa maison. Ce qui fait que j'ai besoin qu'il y ait quelqu'un chez lui pour pouvoir utiliser mon ordi que j'ai laissé à l'intérieur, faire une sieste, me laver ou aller aux toilettes. Il n'y a pas d'ombre dans son jardin. Et il est trop petit pour que je fasse mes besoins dedans. Je me sens pas non plus assez à l'aise pour m'y laver. Mais j'ai pas l'impression que David soit prêt à me confier les clés de sa maison. Au contraire, il me reproche d'avoir emmené une fille hier soir.
Quelque part, je le comprends. Il m'a sûrement invité parce que je lui plais, et moi, je me tape une fille sous son nez. En même temps, je suis pas disposé à m'excuser dans la mesure où j'ai vraiment pas abusé de son hospitalité. Tout ce qu'on a fait avec Francesca, c'est prendre une douche. Et après, elle a dormi avec moi dans le van. Le lendemain, en se levant, on a voulu aller aux toilettes. La porte de la maison était alors fermée. J'ai bien senti que c'était un message, mais j'ai trouvé ça mesquin. Tout comme son attitude en ce moment. Donc tu sais quoi, je m'en vais, c'est aussi simple que ça. Je retourne me garer sous mon arbre, je pourrais chier tranquille et dormir à l'ombre. Ciao. Ce soir, après la compétition des artistes de rue, les magasins sont fermés, donc le mall c'est mort, c'est officiel. Et j'ai pas de show prévu au Garden. Je décide donc de tenter le coup à la plage qui se trouve à 30 minutes en train. Avec du recul, je me dis, je suis dingue. Au lieu de me reposer quand j'ai enfin l'occasion ou le prétexte de le faire, ou alors d'envisager de finalement appeler la blonde, elle attend que ça, non, je continue de faire des shows. Alors que je sais même pas où je vais, ni comment on y va. J'ai juste quelques infos, un peu vagues. En gros, je ne suis sûr de rien, mais j'y vais. Et c'est ça qui est génial, lorsqu'on n'a plus de repères, on focalise sur la seule chose qui a de l'importance, en l'occurrence, mon spectacle. Cette fameuse plage, j'y suis jamais allé, mais il y aura sûrement du public là-bas. Par contre, il y a beaucoup de chances que tous les autres performeurs y soient aussi. Rappelons la situation. Tout le week-end, le mall est occupé par la compétition de street performing, et seulement 10 artistes ont le droit de jouer. Ça en laisse 15 sur le carreau. Ils seront tous à la plage à se bouffer la gueule pour savoir qui jouera. Mais pas grave, je tente le coup quand même. Ça fait longtemps que j'ai appris cette leçon. Pour faire un spectacle de rue, il faut une double réserve d'énergie. La première, pour parvenir à conquérir le spot. La deuxième, pour faire le show. C'est pour ça que je suis toujours doublement motivé. Je trouve le petit train qui va à la mer, un genre de tramway, mais ce qui m'ennuie, c'est que je comprends pas comment acheter le ticket. Il n'y a pas de distributeur automatique, comme on trouve habituellement dans les gares australiennes. Et j'ai pas le temps d'aller dans un kiosque ou je sais pas quoi, en plus j'ai ma chariote, il est trop tard, bref, un jeune hindou me voit galérer et court jusqu'à moi. Il a très bien compris que je cherche et m'explique qu'un contrôleur va monter dans le train et vendre des tickets à ceux qui en ont pas. Sympa le mec, merci pour l'info. Je m'assois à côté de lui et on commence à discuter. Son attitude et son regard m'intriguent. Il a le même âge que moi, mais dégage une énergie totalement inconnue. Vraiment différente, rien à voir avec moi, ni avec les jeunes du backpacker, comme s'ils venaient d'une autre planète. Le train démarre, le contrôleur arrive, j'achète mon ticket. Et on commence à discuter avec l'hindou. D'habitude, les gens sont intrigués par mon costume ou mes affaires de spectacle. Alors à chaque fois, j'explique ce que je fais, puis ils veulent en savoir plus parce que mon mode de vie les intrigue. Au final, je ne fais que parler de moi. Et quand vient au tour de l'autre, j'entends souvent le même refrain « Ouais, je fais un boulot tolérable et j'ai des responsabilités plutôt ennuyeuses que je m'efforce de gérer. » J'acquiesce et fais semblant de comprendre, puis reprends mon monologue mégalo. Mais ce coup-ci, c'est différent, ce type m'intrigue. Je lui pose des questions, j'écoute, et c'est la première fois que je parle à un mec qui vient de l'Inde. Il s'appelle Arsh. Depuis 2 ans, son mariage est planifié. Il va épouser une jeune hindoue que ses parents ont choisie pour lui. Elle n'a jamais connu d'autre homme, et lui n'a jamais connu d'autre fille. Je le titille un peu en lui demandant ce qui se passerait s'il en rencontrait une autre et est tombé amoureux, mais il reste imperturbable et se contente de sourire. Il me répond avec certitude, ça n'arrivera pas. Car il aime sa future femme et ne compromettra pas son avenir dans une aventure, ça ne l'intéresse pas. Moi je suis sidéré. T'as des projets ? Il poursuit en ce moment des études d'ingénieur en mécanique. Et dès qu'il obtiendra un travail, il fera venir en Australie toute sa famille, père, mère, frères et sœurs, ainsi que sa femme et la famille de sa femme. Une fois que sa femme sera enceinte, il lui sera plus facile d'obtenir des visas. Un bébé ? Et tu comptes bosser assez pour faire vivre le bébé, ta famille et la famille de ta femme ? Affirmatif. Il me répond qu'il peut faire beaucoup de choses pour ceux qu'il aime. Et je ne lis aucune arrogance ou vanité dans son regard, juste de la sincérité, une détermination et un sens des responsabilités qui me dépassent complètement. Et il se voit déjà père. En fait, toute sa vie est entièrement planifiée alors qu'il a seulement 20 ans. J'aurais presque envie de lui dire « Hé bonhomme, t'as été programmé !» Mais il semble parfaitement satisfait de la situation et conscient. Il est même reconnaissant envers ses parents de lui avoir choisi une femme qu'il aime et de lui payer des études et sa vie ici. Ils ont dû travailler très dur pour ça. En contrepartie, dès qu'il aura un boulot, Arsh va s'occuper d'eux. En poussant la conversation sur d'autres sujets, j'efface peu à peu l'idée qu'on le manipule. Il est doué d'esprit critique, et sa motivation, bien qu'en accord avec celle de ses parents, semble construite sur des réflexions personnelles. Ce petit bonhomme, au regard simple et gentil, m'apparaît comme une montagne. Au moment où il me demande ce que je fais, je lui réponds quelque chose du genre « Ouf, tu sais moi, je suis un guignol dans la rue ». Mais puisque lui aussi va à la plage, je l'invite à venir voir mon show. Par contre, je peux pas prévoir à quelle heure je jouerai, à cause des autres performeurs. Si ça se trouve, je pourrais même pas bosser d'ailleurs.
En arrivant sur le spot, surprise, il n'y a personne. Juste la plage et une jolie promenade. Je suis seul. Mais ils sont où les autres ? Une fois la phase de stupéfaction passée, je me dis, vendredi soir, j'étais seul dans le mall. Alors que le spot est bien meilleur qu'en journée. Tout ça parce que le tirage au sort détermine les créneaux jusqu'à 18h, pas plus tard. Sans doute à cause des alcoolos dans la rue. De la même façon, il n'y a pas de tirage au sort pour la plage. J'en déduis donc que les autres performeurs se contentent de jouer là où on leur dit de jouer, au moment où on leur dit de jouer. Tout comme la plupart des gens font ce qu'on leur dit de faire. Tout ça parce qu'ils supportent mal l'incertitude. Vais-je pouvoir travailler ? Le spot est-il bon ? Comme quoi, même au sein de ma communauté, le conformisme est un fléau. Il n'y a qu'à voir combien d'entre nous font du jonglage. Dieu m'en préserve. Seul sur la plage, je choisis donc le meilleur moment et installe mon matos au coucher de soleil. Avant même que je lance la musique, il y a des gens qui commencent à s'arrêter. Et ben putain, ça m'était pas arrivé depuis longtemps. On n'est plus sur le mall. Là-bas, faut carrément se saigner pour avoir l'honneur d'avoir quelques passants qui daignent nous regarder. Alors qu'ici, dès le début, j'ai du public. Et il y a même toute une famille d'hindous. Putain, mais c'est la soirée. Ils sont au moins 8 et semblent impatients. Très bon point. Un public de qualité permet de partir sur de bonnes bases. Debout sur une poubelle que je viens de piquer, j'explique que je suis un artiste international venu de France, invité officiel du Fringe International Festival pour vous offrir un spectacle extraordinaire de kung-fu enflammé. À force de voir tous les autres raconter n'importe quoi au public, je m'y mets. Et ça marche vachement bien d'avoir l'air organisé. Les gens se disent « Waouh, quelle chance, en plus c'est gratuit !» Dès le début du show, je confie ma petite caméra et demande au père hindou de tout filmer. Il accepte avec plaisir, fier d'avoir tant de responsabilités. Le spectacle se passe vraiment bien. Avec mon micro, c'est tellement plus facile. La foule est sympa, je ramasse un bon chapeau ainsi que 2 jolies petites nanas. Pour l'instant, elles doivent aller chercher à manger, mais elles reviennent dans 10 minutes. Ok, à tout à l'heure les filles. Tandis que je range, une femme d'une 40aine d'années vient me remettre un billet de $1 million. Eh ben génial, vas-y ma belle, glisse ça dans mon pantalon. Au lieu de s'exécuter, la nana commence à me parler de Jésus. Ah, derrière elle, ses disciples écoutent cérémonieusement. Ils sont tous les deux gros et moches. Et je leur en veux un petit peu de pas avoir ri à ma bonne blague du billet. Je comprends au discours de la possédée qui sont cathos et bien acharnés dans leur genre. Ce soir, la mission, c'est de convertir du bétail. Et après une introduction qui m'a totalement échappé, c'est ce putain d'accent australien, elle enchaîne sur des questions à la con. Un questionnaire quoi. Les deux gros ne disent toujours rien, ils sont sans doute encore en formation. Juste là pour observer et apprendre comment retourner la cervelle du premier venu. Le hic, c'est que la vieille, elle a fait une petite boulette. Un artiste de rue solitaire n'est pas le premier venu. Avec mon visage sympa, j'ai l'air tellement facile à aborder, mais c'est un piège, fuyez pendant qu'il est encore temps. J'écoute attentivement, comme un gentil garçon, réponds poliment à son questionnaire, au bout de 5 réponses, ça s'arrête déjà, et elle m'annonce, sans détour, que j'irai brûler en enfer. Ah ben merde, là je commence à perdre patience. Elle me répète sans cesse qu'il n'y a qu'un seul Dieu et une vérité unique. J'ai beau essayer d'obtenir un peu de tolérance de sa part, rien à faire. Mon aller simple pour la damnation éternelle est irrévocable. Toutes ces phrases commencent par « Jesus say », ce qui veut dire « Jésus a dit », puis finissent par « et c'est pourquoi tu iras en enfer ». Ouais, ça commence à m'irriter un peu à force. Pour obtenir un peu de respect, je leur annonce donc que je suis Dieu. Eh ouais les gars, surprise, la grosse esquisse un signe de croix, tandis que la vieille contre-attaque immédiatement avec un autre « Jésus a dit », pas très original ce coup-ci, je lui coupe la parole, « Je te parle à toi ma vieille, pas à Jésus, alors arrête un peu avec tes citations ». Elle me demande alors si je sais au moins qui était Jésus. Si je sais qui était Jésus, à moi tu me demandes ça? Évidemment, c'est le plus grand showman de tous les temps. Le mec a commencé par des petits tours de magie pendant les repas de famille, il a enchaîné sur du spectacle de rue, comme je fais en ce moment, et 2000 ans après, il est toujours une légende. Franchement, respect. La grosse a encore fait des grands yeux et quelques signes de croix. Moi, je commence enfin à être à l'aise dans la discussion. Il aura fallu quelques minutes pour briser la glace, mais maintenant, je crois que le courant passe bien. Moi, en tout cas, ça va. La vieille a pris sur elle pour continuer dans le calme. Jésus est mort pour nos péchés, il a été crucifié. J'arrête immédiatement de rigoler et prends une mine super sérieuse, comme si d'un coup, le sujet ne prêtait plus à la plaisanterie. Ah ouais, non mais ça, je suis d'accord. À l'époque, les flics rigolaient pas du tout. Aujourd'hui encore, il y a toujours des problèmes entre les artistes de rue et la police, mais rassurez-vous, ils ont arrêté de nous crucifier. Des fois, il y a même des flics qui m'avouent être fans de Bruce Lee ou qui pratiquent un peu les nunchakus. Elle est partie avant que je finisse ma phrase, elle a raté le bout sur les nunchakus.
Elle m'a balancé un prétexte bidon, comme quoi elle avait encore beaucoup d'âmes à sauver pour ce soir. Si je comprends bien, le temps imparti pour m'éviter de griller en enfer est écoulé. Et moi, comme un con, j'ai tout gâché. On peut dire que j'ai encore tout foutu en l'air. Une soirée si bien commencée. En partant, la grosse moche est restée un peu plus et a tenté d'avoir le dernier mot, en balançant son unique réplique de la soirée. Tout ce qui est beau sur terre est l'œuvre de Dieu. Waouh, sans déconner. Son intervention est tombée comme un pavé sur le pare-brise. Je lui ai carrément ri au nez pendant que la vieille lâchait un sourire exaspéré. Faudra quand même qu'elle apprenne à la grosse à fermer sa gueule. Surtout que de toutes les répliques foireuses de cul béni, il a fallu qu'elle choisisse celle-là. Tout ce qui est beau sur terre est l'œuvre de Dieu. Non mais tu délires, t'as vu ta gueule, tu penses être l'œuvre de qui alors ? Mais je suis un gentil garçon et garde pour moi cette dernière remarque. Je veux pas être responsable du suicide de cette pauvre fille. Avant de partir, ils m'ont quand même filé un DVD de Jésus. Sympa les cathos, ça pourra peut-être me sauver dans quelques jours quand je serai moins con. J'ai accepté parce que l'emballage, franchement, était joli, ça brille. Ils ont mis du papier cadeau à paillettes, je pouvais pas refuser. Aujourd'hui, en écrivant tout ça et avec du recul, je me rends compte que ces types sont dangereux. Je les ai pris à la rigolade parce que je suis heureux, j'ai une belle vie et leur maladresse m'amuse. Mais s'ils tombent sur un mec faible d'esprit qui passe une mauvaise période, ils peuvent carrément le paniquer avec cette histoire d'enfer. Tout leur raisonnement tient là-dessus. Nous détenons l'unique vérité. Joins-toi à nous ou tu souffriras pour l'éternité. Le message originel, c'était « Aimez-vous les uns les autres ». Ça a quand même pris un sacré coup dans la gueule. Même les témoins de Jéhovah n'utilisent pas à ce point la peur dans leur argumentaire lorsqu'ils tentent de faire de nouveaux adeptes. Ces cathos sont complètement sectaires et dangereux. Avec du recul, je pense que j'aurais dû leur cracher au visage ou les frapper. Sérieusement, les frapper et mettre des baffes. Pour leur bien et le bien du reste de l'humanité, j'aurais dû leur péter la gueule par charité chrétienne. Enfin bon, j'ai gardé le CD de Jésus, il est maintenant collé sous le tableau de bord avec un scotch double face et j'ai écrit dessus « à ouvrir en cas de merde absolue ». J'imagine la scène, quelques mois plus tard, le mec à qui j'ai revendu le van tombe en panne dans le désert et se fait piquer la bite par un serpent. Il cherche les outils pour réparer ou un aspi-venin pour pas crever. À la place des outils, il trouve seulement ce qu'il croit être une trousse de secours sous le volant, à ouvrir en cas de merde absolue. Sauvé! Il ouvre le paquet et tombe sur le DVD de Jésus. Admettons que dans le van, il y a un lecteur DVD. Et que par dépit, ils choisissent de vivre ces derniers instants en le regardant. Dès la première seconde du film, la vieille apparaît à l'écran pour lui annoncer « Jésus a dit, va crever en enfer, sale fils de pute !» Dimanche. Je commence tôt aujourd'hui. Mon show dans le Garden est à 13h. Je vais faire l'histoire avec le monstre et la princesse. Mon corps commence à m'envoyer des signaux de détresse. Ça fait longtemps que j'ai pas pris de repos. Et la nuit avec Francesca n'a pas vraiment aidé. Je vais pas non plus dire que je regrette. Tant pis, je me reposerai quand je serai mort. Pour l'instant, je gobe 2 pilules de créatine et pars sur le spot. 1 heure d'avance, le temps de faire mes assouplissements. Le Garden est plutôt calme. Mais je me sens d'attaque pour amener du monde et construire mon cercle. J'y vais méthodiquement. Et ça marche bien. Au moment de faire le saut de poubelle au-dessus du mec, je place 2 gosses sur ses épaules. Ah bah faut tester des trucs. C'est la première fois que je tente un saut périlleux au-dessus de 3 personnes. Ah, je suis chaud. J'ai beau être crevé, la créatine me donne des ailes. Manque de bol, une fois en l'air, en effectuant ma rotation, je mets une baigne au petit garçon. Merde. Règle numéro 1, ne pas frapper les gosses pendant le spectacle. Jamais, tout le monde sait ça, même moi. Le gamin est surpris et commence à se frotter la tête pour montrer qu'il a mal. Si je laisse ce petit con focalisé sur la douleur, il va se mettre à chialer et foutre en l'air mon show. Je le soulève immédiatement à sa surprise et le repose par terre face à moi. Ok gamin, si je te mets un coup de poing dans la tête, tu dois m'en remettre un immédiatement, c'est la règle du spectacle. En disant ça, je me place à genoux, les mains derrière le dos et ferme les yeux. Le gosse me décroche une patate dans la gueule, je m'écroule par terre. Oh ce petit enfoiré. Tout le monde se marre, le gosse aussi, il a même oublié de pleurer. Nickel. Le show est sauvé, je fais $130 et personne ne me fait la moindre réflexion sur la baigne que j'ai mis au gamin. Comme si ça faisait partie du scénario. Comme si tous les jours, à ce moment du spectacle, je frappe au visage un gosse que je connais pas, normal. Les gens sont fous. Retour au van, sur la route, je croise plein de jolies choses. Une nana fait des peintures sur le sol. Vu d'un certain angle, on dirait que c'est en 3 dimensions. Je vois aussi des performeurs qui font la compétition de street performing dans le mall. Un spectacle attire mon attention. 2 gars qui font du main à main, une discipline classique qui consiste à porter son partenaire tandis qu'il réalise des équilibres. Ils ont un très très gros niveau et beaucoup d'humour. C'est d'ailleurs eux qui gagnent la compétition au final, alors qu'il y a Mario dans la compète, c'est dire le level. J'aime particulièrement leur costume. Un slip rouge avec le logo de l'Union soviétique. Ils incarnent des parodies d'athlètes russes, avec l'accent, les références, tout y est.
mais personnellement je préférais quand même le show de Mario. Si j'étais pas si crevé, j'irais maintenant probablement voir la jolie blonde, la salope démoniaque dont je me méfie. Elle m'a envoyé quelques textos à guicheur pour me tenter. Mais je la fais poireauter un peu, ça lui fera pas de mal, elle est tellement mignonne, on doit pas être nombreux à oser se foutre de sa gueule. On va voir combien de temps j'arrive à la faire galérer, après tout, elle avait qu'à pas se barrer vendredi soir. Je préfère nettement revoir Francesca, priorité aux gentilles. Arrivé au van, je m'écroule, mon corps a atteint ses limites, réellement. Lundi, j'aurais fait une semaine à 700$, ça commence à rentrer le pognon. Maintenant, je vais prendre quelques jours de repos, j'en ai vraiment besoin. Mais je vais quand même au tirage au sort du matin, juste pour voir les autres, juste par habitude. Et puis, je prends un numéro, comme d'hab, au cas où, on sait jamais, je pourrais peut-être avoir un spot dans le garden, et boum! J'avais une chance sur 20, et j'ai eu la meilleure place. Bon, les vacances, ça sera pour plus tard. Il me reste des pilules, de toute façon. Par contre, je m'attends pas à faire un show exceptionnel, après tout, on n'est que lundi. Effectivement, le garden est plutôt calme, surtout comparé à ce week-end. Mais je prends mon temps et crée une belle atmosphère. Puisque je suis fatigué, je vais tout miser sur une bonne relation avec le public plutôt que de jouer les mecs dynamiques. Et ça paye, il y a une super ambiance. Et contre toute attente, je ramasse 200$ sur un cercle relativement petit. Même les autres performeurs sont étonnés. Je commence à réaliser que quand je leur fais face avec mon spectacle de feu, je fume la plupart de ceux qui me dominent sur le mall. Eh ouais les gars, je suis vachement fort en fait. Mais là j'en peux plus, faut que j'aille me reposer, vraiment. Retour au van en rampant. Mardi. Réveil atroce, diagnostic inquiétant, j'ai mal partout, du mal à respirer, la gorge en feu, mon corps ne répond plus. Ça y est, j'ai grillé un fusible, c'est la première fois que je me sens si faible en Australie. J'ai bossé sans interruption ces 12 derniers jours, et la plupart du temps plusieurs fois par jour. Certaines nuits j'ai pas dormi parce qu'il y avait Francesca au camion, j'avais jamais tenu un rythme pareil, sûrement grâce aux gélules de créatine que je m'envoyais à l'heure du goûter, sans oublier la protéine. Aujourd'hui, j'ai même pas eu la force d'aller au tirage au sort. De toute façon, j'irai faire quoi? Tirer un numéro? Non. Il est temps que je me repose un peu, sinon je vais tomber malade. Et ça, je peux pas me le permettre. Je suis seul ici. Seul. Personne s'occupera de moi si je vais mal. Et je me vois pas aller au docteur, je me connais. Je suis trop con et trop radin pour ça. Au final, à force d'auto-persuasion, je crois que j'ai pas été malade depuis 2 ans environ. Je me laisse pas le choix. Pourtant, il y a des fois où j'ai subi. Du genre striptease dans la rue, au mois de décembre, plein hiver. Elle faisait pas chaud, hein. Ou alors mon séjour en camion à Rome au mois de novembre, sans chauffage ni isolation. J'arrivais pas à dormir à cause du froid. Pour tenir, la nuit, j'utilisais des couvertures de survie. Et malgré tout, j'allais plutôt bien. Ce qui tue pas rend plus fort. Pour l'heure, je me balade juste en ville. Très lentement, je ne parle pas. Pas assez de souffle et ma gorge me fait trop mal. D'une manière générale, je suis de plus en plus à la ramasse en dehors des spectacles. Un vrai zombie. Ça doit être mon corps qui compense et se met automatiquement en mode veille pour garder un maximum d'énergie au moment où je vais puiser dans les réserves sans compter. Parce que sur scène, quand il faut envoyer un saut périlleux au-dessus de 2 gosses, on se pose pas la question de savoir dans quel état on est. Au moins, grâce à cette fatigue, je suis devenu beaucoup plus calme. J'ai arrêté de faire mon intéressant au quotidien, j'ai plus la force. Ça me laisse plus de temps pour écouter les autres. Sur le mall, je croise Mich, la chanteuse au piano. J'aime bien m'asseoir et l'écouter quand je suis fatigué. Elle a une jolie voix et des chansons très calmes. Un visage fin et expressif. Quand je la vois bosser, ça me donne des idées pour faire jouer ma petite sœur dans la rue. Je regarde comment le matos s'est installé, ce qui marche, ce qui foire. Au bout de quelques chansons, je mets une pièce dans son chapeau et continue ma route. Puis, en faisant mes courses, je tombe sur une superbe épée en plastique. La lame brille tellement qu'on dirait du vrai métal. Je la sors de sa boîte et commence à jouer avec dans le magasin. Elle coûte 2$. J'hésite un peu, compte mes sous, puis l'achète. J'ai bien bossé tout le week-end, je peux quand même m'offrir un petit cadeau. Au moment de payer, la caissière me dit que j'ai beaucoup de talent, qu'elle a adoré ma vidéo. Elle me connaît? Elle a acheté la vidéo que je vends à la fin du show? Oh, ça fait plaisir. Elle me demande si je vais utiliser l'épée dans mon prochain spectacle. Oh, l'épée? Ah non, c'est pour moi, c'est perso quoi. Je l'accroche à la sangle de mon sac pour pouvoir la sortir n'importe quand, au cas où. Et puis comme ça, quand je marche dans la rue, tout le monde peut la voir. Et ça impose le respect. Je m'arrête au cybercafé pour envoyer quelques mails, mais tous les ordis sont occupés. Quoique, en y regardant bien, il y a 2 gars devant un seul ordi. Donc l'un d'eux n'utilise pas l'ordi devant lequel il est assis. Je dégaine mon épée et lui pique les côtes ainsi qu'au gars sur sa droite. Ils se retournent tous les deux en même temps, plutôt surpris. Je rengaine comme un samouraï et leur fais signe hop de s'écarter, tout en m'asseyant entre eux. C'est vraiment trop utile d'avoir une épée. Puis, après mes mails, je rentre au van faire une sieste. Au réveil, j'ai toujours cette douleur au fond de la gorge, c'est de pire en pire. Et je me souviens alors de la trousse de secours de trottinette. À l'intérieur, je lis sur les petits papiers
En cas de toux sèche, prendre du Strepsil. Elle a vraiment pensé à tout. Je lis les emballages et trouve quelques gélules de Strepsil. Je suçote la pastille en pensant à ma petite infirmière. Son décolleté, sa peau d'ange, ses tétons roses, son petit cul. Ah. Le soir, je suis de retour au Garden pour voir les spectacles et danser un peu. Même si je suis crevé, c'est quand même moins pire qu'en journée. Il y a un concert sympa, ça bouge bien. La pianiste de rue, Mich, est venue danser aussi et on s'amuse ensemble. Elle est surprenante, si calme devant son piano et complètement démente sur le dance floor. Mercredi. Aujourd'hui, je bosserai pas non plus. Ça y est, j'ai perdu le rythme. Mon corps va toujours mal et ma gorge me brûle. Je continue pourtant d'avaler des Strepsil comme un camé. Ce soir, je suis invité à voir le spectacle d'un mec sympa que j'ai croisé dans la rue, Space Cowboy. Ici, il semble plutôt connu. Le show est à 20h. Avant d'y aller, je bricole tranquillement mes affaires au van. Lorsque je regarde l'heure sur mon portable, j'ai une mauvaise surprise. Il est 19h40 et merde, le Garden est à plus d'une demi-heure à pied. Je vais devoir y aller en courant. Dans mon état, ça fait vraiment chier. Mais pas grave, comme disait mon prof de kung-fu, footing de récupération. Je me marre. À l'entrée de la tente dans laquelle il joue, je dois prouver que je suis un performeur pour entrer gratos. Pas évident. Déjà que j'ai failli crever en route pendant le footing, je pourrais lancer une acrobatie, mais c'est pas dit que je retombe sur mes pieds dans mon état. Je propose à la nana qui gère l'entrée un petit striptease, pas trop fatigant au moins. Mais une de ses copines me reconnaît, elle a vu mon show et me dit que pour cette fois, je peux garder mon pantalon. Me voilà donc dans le noir, assis au premier rang. La musique démarre et un jeune homme aux allures d'androgyne fait son apparition. Les cheveux presque blancs, il semble chargé d'électricité. Ses mains tremblent et tout son corps palpite, un peu comme ces petits animaux au rythme cardiaque élevé. Cette apparente fragilité contraste avec un regard profond et calme. Il est beau, mais vraiment beau, c'est choquant. Je suis habituellement pas sensible au charme masculin, mais ce type est d'une beauté incroyable. Pour introduire le show, il commence par avaler un sabre, mais au lieu de le guider avec les mains, il bascule la tête en arrière et laisse le sabre descendre tout seul à travers sa gorge et dans son estomac, les bras écartés en croix. Et c'est une volontaire, prise dans le public, qui tire le sabre pour le faire ressortir. J'ai déjà vu des numéros d'avaleur de sabre, mais c'est toujours un tour qu'on fait au final, pas au début. Et jamais avec un volontaire, beaucoup trop dangereux. Ce début de spectacle m'intrigue. Ensuite, il enchaîne des tours de magie d'un genre que je connaissais pas. Ça s'appelle du mind trick, de la magie mentale, du mentalisme. Il écrit quelque chose sur une feuille, la froisse pour en faire une boule, qu'il jette au hasard dans le public. Il demande à la personne sur qui c'est tombé de relancer la boule, et ainsi de suite, 3 fois. Cette technique sert à prouver à tout le monde que le choix du volontaire est totalement aléatoire, il n'y a pas d'astuce possible là-dessus. Un mec finit donc avec le papier dans les mains, et Space Cowboy lui demande d'imaginer la forêt africaine, de sentir les arbres, les animaux, et de dire le nom du premier animal qu'il visualise. Le volontaire joue le jeu, imagine, puis répond « un tigre ». Le type déplie ensuite son bout de papier, sur lequel est écrit le mot « tigre ». Le tour de magie n'est pas extraordinaire en soi, mais la tête que tire le mec est franchement drôle. La tête de celui qui s'est fait avoir sans comprendre comment. Space Cowboy demande à une autre personne du public de penser à un nombre entre 1 et 1000, puis se concentre et écrit un numéro sur un bout de papier. Personne voit ce qu'il a écrit, mais tout le monde voit le papier. Le volontaire révèle le nombre auquel il pensait, 457. Space Cowboy lui demande « Bon, si c'est ce numéro-là que j'ai inscrit sur mon papier, vous seriez étonné ?» « Eh oui, bien sûr, il serait étonné. » Alors Space Cowboy retourne son papier et nous montre ce qu'il a écrit, 457. Oh, ainsi de suite, il devine tout un tas de trucs, nous fait faire des dessins, puis il les devine sans même les voir. Et c'est tombé sur moi, j'ai dessiné un truc, une tête de Viette. Il a eu beaucoup de mal à trouver, mais il y est parvenu. Je sais qu'en magie, il y a toujours un truc, mais là, c'est d'un tellement bon niveau, si bien mis en scène, que ce type étrange a réellement l'air d'avoir des pouvoirs. À cet instant, s'il nous parlait de Dieu, il convertirait la moitié de la salle, facilement. Beaucoup plus efficace que l'inquisitrice d'hier soir. Le tour que j'ai préféré dans son spectacle est assez technique. Une petite table, un couteau sans manche et 5 grands gobelets du genre Coca McDonald. La table est spéciale, il y a 5 emplacements sur lesquels on peut fixer la lame. Clic. Perpendiculaire, la pointe vers le haut. Il nous montre comment cela fonctionne et place tour à tour la lame dans chaque orifice. Clic, clic, clic. Ça tient solidement et pour l'instant on ne sait pas ce qu'il va faire. 2 volontaires cachent la table avec un drap noir et ni Space Cowboy ni nous ne pouvons voir à travers. Il demande à un 3e volontaire de placer le couteau dans un des 5 emplacements, puis de tous les recouvrir à l'aide des gobelets en carton. Une fois que c'est fait, les 2 volontaires s'en vont, dévoilant ainsi 5 gobelets posés sur la planche. Et tout le monde se doute que sous l'un des gobelets se tient la lame, solidement fixée dans un des emplacements, la pointe en l'air, menaçante. Le 3e volontaire reste, il n'y a que lui qui sache où se trouve la lame à présent.
On se doute tous qu'elle est sous un des gobelets, mais ni nous ni Space Cowboy ne savons derrière lequel. Il prend une des mains des volontaires dans la sienne pour créer un contact physique et lui demande de se concentrer sur le couteau tandis qu'il survole les gobelets avec son autre main. On s'attend tous à ce qu'il trouve le couteau du premier coup et soulève le bon gobelet. Il lève la main et l'abat sèchement sur la table, bam, écrabouillant ainsi un gobelet. J'ai le souffle coupé. Et c'est rien à côté de la gueule que tire le volontaire. Le gars vient de faire une descente d'organes. On a tous eu la même image dans la tête. Une lame de 15 cm traversant sa main dans une gerbe de sang. Mais par chance, ce gobelet était vide. Je me suis agrippé au banc, les yeux bloqués sur la table, incapable de regarder ailleurs. Et c'est pareil pour tout le monde. On a tous les yeux rivés sur la table. On n'a même plus conscience de voir un spectacle tellement on est immergé dedans. Pour l'instant, ma vie entière se limite à ces gobelets, car Space Cowboy a recommencé à faire survoler sa main. Il en écrabouille ainsi deux autres. Black, black. La pression est terrible. Le volontaire sursaute, il a l'air de plus en plus paniqué. Je me demande presque s'il va pas craquer et révéler l'emplacement de la lame. Honnêtement, ça me soulagerait. Il reste que 2 gobelets, côte à côte. Et maintenant, le volontaire doit juste répondre non aux questions de Space Cowboy. Le couteau est-il sous ce gobelet ? Non. Je sais qu'il est en dessous. Non. Alors il est sous celui-là ? Non. Allez, dis-moi qu'il est sous celui-là et on arrête. Non. Le dialogue est rigolo, mais personne ne rit à cause de la pression. Son bras se lève, le visage déjà blanc du volontaire panique totalement en voyant la main redescendre, puis dévier au dernier moment pour s'écraser sur l'autre gobelet. Bec ! Pas de sang. Il soulève le dernier gobelet encore intact et dévoile dans un soulagement général la lame. Waouh, j'avais jamais eu aussi peur pendant un show. Ce type est pire qu'une partie de roulette russe. Pour le numéro suivant, il va avaler un néon. Un peu plus petit que ceux qu'on voit habituellement, environ 50 cm de couleur rouge. Avant de s'exécuter, il nous explique que si le néon explose, le gaz et le verre brisé s'éparpilleront à l'intérieur de son corps. Et personne ne peut y survivre, en aucun cas. Il fait partie des 3 personnes au monde à faire ce numéro. D'autres sont morts en essayant. Il semble sérieux en disant ça, et je veux bien le croire, j'ai déjà pété des néons, le verre est vraiment fin, et il y a effectivement un gaz bizarre qui en ressort. Pas le genre de truc que j'avalerais, mais pas du tout, pour rien au monde. Les projecteurs baissent d'intensité jusqu'à l'obscurité totale. Il allume son néon, qui devient la seule source de lumière, et commence à l'avaler. Sans déconner, le néon est allumé, donc en cas de pépin, en plus de finir avec le bide en charpie, il se ferait électrocuter ? En même temps, il est plus à sa près, j'imagine. Ok, show must go on. Silence total dans la salle, le tube s'enfonce jusqu'au bout et brille à travers la peau de sa gorge ainsi que le haut de sa cage thoracique. Incroyable. À cet instant, il a vraiment plus l'air humain. Puis il ressort le néon, son torse cesse de briller de l'intérieur et la salle se retrouve de nouveau faiblement éclairée par le tube lumineux. Pour le final, il place un verre sur une table au centre de la scène. Il n'y a pas de câble, pas de fil, pas d'astuce, juste un verre sur une table. Il demande à tout le public de se prendre la main et de se concentrer sur le verre pour canaliser notre énergie et l'envoyer sur l'objet. Ça fait 1 heure qu'on le voit faire des miracles, alors on y croit. Les gens se donnent la main, en silence, concentrés, tous les regards sont braqués sur le verre. Silence. La tension monte, le verre fait un bruit étrange et commence à se fendre, puis d'un coup éclate en morceaux. J'étais tellement à fond dans le processus, j'ai pu sentir notre énergie briser ce verre. Je suis dépassé. Ce show est tellement bon que j'ai pas pu l'analyser. J'étais trop plongé dedans, impossible de comprendre les astuces ou le jeu de scène ou je ne sais quoi. Space Cowboy est un génie, un virtuose de la scène. Sa magie est bien réelle. Lorsqu'il prend congé, sous les ovations du public, je traverse la scène, entre dans les backstage, le rattrape en coulisses, lui serre la main et glisse un billet de $5. Je sais que cette somme est ridicule pour un show de cette envergure, mais je lui dis, en spectacle de rue, lorsque le show est bon, il est de coutume de donner $5, et t'as été incroyable. Il semble touché et m'offre un grand sourire en acceptant le billet. J'apprendrai plus tard qu'avant de faire des choses sur scène, il a remporté les championnats du monde de spectacle de rue à Fringe Festival Édimbourg, donc en Écosse, à l'âge de 20 ans, et que dans le milieu, les mots qui reviennent souvent pour le qualifier sont génie et ange. Ouais, un ange à cause de la beauté de son visage et des ailes qu'il a tatouées sur le dos. Quand j'y pense, le Fringe Festival d'Édimbourg est bien plus gros que celui d'Adélaïde, si on est 25 performeurs ici. Ils sont plus de 40 là-bas, le niveau doit être encore meilleur. Et pourtant, même ici, en aucun cas je pourrais gagner la compétition entre artistes de rue si j'y participais.
ni aucun jeune de 20 ans que j'ai jamais vu ne pourrait réaliser l'exploit. Faire face à Mario, Queen of the Circus, ou aux deux Russes là qui font du main à main, et à d'autres que j'ai pas cités mais qui sont excellents, ces types sont des montagnes. Technique de maître, charismatique, bon tchatcheur, drôle, et Space Cowboy les a vaincus alors qu'il était encore qu'un gosse. Ce mec est une légende. En sortant de la tente, mon esprit est toujours plongé dans son spectacle. Les autres personnes du public ont l'air aussi sous le choc. Je demande aux gens autour de moi ce qu'ils en ont pensé, et reçois à plusieurs reprises cette réponse toute simple: c'est le meilleur show que j'ai jamais vu de ma vie. Jeudi, il pleut. Ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. Je vais au draw sans me presser, toujours le corps en compote, mais bon, faut bien bosser. Je veux pas rester en mode zombie jusqu'à la fin des temps. Même fatigué, faut aller au charbon. Je tire pas un bon numéro, et le garden me passe sous le nez. Quelque part, c'est mieux. Ça me permet de renoncer à bosser sans trop culpabiliser. Parce que le maul sous la pluie, non, soyons sérieux, je suis fou, mais pas maso. Ça fait quand même 3 jours sans travailler, ça me ressemble pas. Tant que je tenais le rythme, ça allait. Comme un type qui fait son marathon, mais il a suffi que je m'arrête 1 minute et impossible de relancer la machine. Enfin bon, je vais plutôt aller voir mes emails et me la couler douce. En même temps, il serait temps d'organiser mon retour en France. Je pars lundi pour Newcastle, au festival qui m'a embauché. D'après mes calculs, c'est à 1200 km d'ici, un peu au nord de Sydney. Je vais rester 3 jours pour leur festival, puis je retourne à Sydney où j'aurai 7 jours pour vendre mon van. Le pari est risqué. 7 jours, c'est super court pour vendre un van. Surtout que j'ai personne pour garder le van si j'arrive pas à le vendre. Ma prédiction, je vais galérer comme un chien, rencontrer des problèmes que j'avais même pas envisagés, puis tout va se décoincer au dernier moment. C'est toujours le même cycle avec moi. Objectif, galère de fou, happy end. Question de karma. Il y a une seule règle, c'est tant que je perds pas espoir, tout finit toujours bien. Allez, garde la foi, Johnny Boy. Je profite quand même d'être au tirage au sort pour discuter avec un autre performeur. Il s'appelle Joël, un des plus jeunes, 24 ou 25 ans je dirais, peut-être moins. Show classique et pas terrible au niveau charisme, mais il est humble, et c'est déjà assez rare chez les artistes de rue pour être apprécié. Il me parle de Bike Boy, m'exprime son dégoût quant à sa façon de traiter les clodos. On parle aussi du petit gros. Ces deux-là ont quitté Adélaïde dans la semaine. Ni l'un ni l'autre ne nous manqueront. Joël me demande si j'étais au courant que le petit gros avait un problème mental. Non, je savais pas. Et ça expliquerait pourquoi il y a toujours de la bave sur le coin de sa bouche. L'espace d'un instant, je me sens comme une grosse merde. J'ai été dur avec lui, depuis le début. Enfin, depuis l'histoire du ballet à Sydney. Et merde, mais la rue c'est pas du social. Même si t'es handicapé, le public s'en fout. Et les artistes encore plus. À Paris, il y a un artiste en béquille. Il a un problème aux jambes, la polio, un truc du genre. Mais faut pas s'aviser de le traiter avec pitié. Surtout que son show est vraiment bon. D'ailleurs, le petit gros non plus n'a jamais parlé de son problème. Lui aussi a sa fierté. Et on a tous nos problèmes. Au final, seul le show compte. Et lui, il était vraiment trop mauvais. Je pouvais pas encourager ça. Lorsqu'à la fin de sa journée, il me demandait « T'as vu mon deuxième show? Il était bien, hein ?» Je savais pas quoi lui répondre. Comme si un cul-de-jatte voulait que je l'encourage à jouer au foot. J'aime pas casser le délire des gens, surtout quand ils sont passionnés et enthousiastes, mais il y a des fois où il faut se faire une raison. Il était tous les jours en avance pour le draw et n'en a pas manqué un seul. Toujours excité d'aller jouer sur le mall et interdit de passer sur le garden parce qu'il est trop nul. Qu'est-ce que je pouvais faire? Lui dire qu'il n'était pas fait pour ça? Lui conseiller de renoncer à la rue? C'était plus simple de l'ignorer, comme tout le monde, en attendant que la rue lui inflige la dure leçon que personne ne daigne lui offrir. Ou en attendant le miracle, car dans la rue, tout est possible. Qui sait, ce type se révélera peut-être un jour. Moi, j'ai pas su quoi faire pour lui. Une fois, j'avais essayé de lui donner un conseil, rase ta barbe, un conseil simple, efficace, parce qu'autant sur un homme, une vraie barbe, ça fait classe ou aventurier. Sur un jeune grassouillet et à moitié impubère, c'est ridicule. Malgré mon conseil, il s'était jamais rasé. Je lui répétais tous les jours « Rase ta barbe, mec, vas-y, fais-le, ça fait dégueulasse !» Il a jamais fait et semblait s'en foutre. S'il m'avait écouté, j'aurais donné un autre conseil. Donc j'ai pas insisté, ça servait à rien. Il croit qu'à moi on m'en a donné des conseils, que mes aînés viennent me prendre par la main, me dire de quoi avoir l'air, quoi faire, comment m'améliorer. Non, les rares fois où ça arrive, je prends soin de les écouter très attentivement. Enfin bon, maintenant il est plus là, j'ai fait le connard et c'est trop tard pour s'excuser. Je pars au cybercafé, checker mes emails, comme tous les jours. Sans m'attendre à rien de spécial, j'attends juste des réponses de mon agent en France. Il cherche des contrats pour moi. Et puis j'attends aussi de savoir si Tyrene, ma copine de Coogee, voudra bien m'accueillir quelques jours lorsque je serai de retour sur Sydney. Au lieu de ça, je trouve un email de mon père. C'est plutôt rare qu'il m'écrive. En fait, ça n'est jamais arrivé. Son mail commence ainsi. Tous les soirs, je lis tes carnets de bord comme un roman.
Waouh, il m'a lu, ça y est, il connaît ma vraie vie et ce que j'ai dans la tête. Ça me fait tout drôle de voir qu'il s'intéresse enfin à moi pour autre chose que mes résultats scolaires, mon boulot de vendeur à Darty ou ce genre de truc. D'habitude, quand je lui parle de ce que j'aime, musique, spectacle, etc., ça le gonfle très vite. Tout ce qu'il constate, c'est la thune que je ramasse. Ça, c'est un résultat mesurable. En continuant la lecture, je suis de plus en plus dérouté. Le ton qu'il utilise est complètement différent de celui que je connais, comme si c'était une autre personne. Pour la première fois, il s'exprime sur un plan affectif, me donne ses sentiments sur la vie que je mène, et finit par me dire qu'il est fier de moi. Il m'avait jamais dit ça. Je reste comme un con devant mon ordi, presque envie de pleurer. J'attends ces mots depuis toujours. Même si depuis longtemps j'avais renoncé, je m'étais fait une raison. Ça fait longtemps que je me bats uniquement pour moi. Et aujourd'hui je reçois ce mail. Comme un idiot, je comprends un peu tard que l'objectif que je rêve d'atteindre est franchi depuis longtemps. Je m'en étais simplement pas rendu compte. En tournant mon regard sur le chemin parcouru, je suis pris de vertige. Les voyages, les galères, l'apprentissage long et difficile de la rue. À cet instant, plus rien n'a de sens. Mes spectacles, mon mode de vie si personnel, mes carnets de bord. Je suis juste là, au bout du monde, sans même savoir pourquoi. J'ai franchi mon objectif, il y a bien longtemps, mais sans m'en apercevoir, et j'ai continué à avancer. Mais alors, je suis où ? Je fais quoi là ? Complètement déboussolé, je sors du cybercafé et je ne reconnais plus rien. Comme si j'avais été projeté dans une réalité parallèle. Tout est différent. La texture de l'air, l'impact de mes pas sur le sol, la couleur des choses. Je marche d'un pas hésitant et fragile dans ce nouveau monde, les yeux écarquillés, observant pour la première fois la vie sous un nouvel angle. À cet instant, je peux même pas dire si je vais continuer à faire du spectacle. Pourquoi faire ? J'ai plus rien à lui prouver. Dans la rue, je croise d'autres performeurs. Ils me demandent si je vais jouer. Je reste silencieux, incapable de répondre. Puis je recroise Mich, d'humeur calme et douce. Elle me dit que j'ai l'air étrange. Alors je lui parle de l'email de mon père. Elle est heureuse pour moi, ça a l'air sincère, et j'ai l'impression qu'elle me comprend. Nous restons ensemble un moment, puis allons danser. Au fur et à mesure, je redescends sur terre et reprends mes esprits. Personne ne m'a jamais poussé à faire du spectacle. Ça vient du plus profond de moi. Et bien sûr que je vais continuer, quelles que soient les réactions de mon père ou de n'importe qui. J'accompagne Mich au garden. Là-bas, elle avait rendez-vous avec la connasse au hula hoop, celle qui voulait que je lui paye une tequila pour me faire pardonner. Apparemment, elles sont copines, genre lesbiennes. Je ne fais aucun commentaire, j'essaye d'être gentil. L'autre nana m'ignore complètement et emmène Mich à part pour lui dire du mal de moi. Sans déconner, j'ai pitié d'elle. La musique est vraiment excellente. Un groupe de jazz manouche nous fait danser plus de 2 heures. Sur la route du retour, Mich m'explique que l'autre fille était son amante, oui j'avais compris, mais qu'après l'avoir plaquée, elle ne répondait plus aux messages et ne donnait aucune nouvelle. Mich en a beaucoup souffert. Et ce soir, Miss Hula Hoop n'est pas restée au concert jusqu'au bout à cause de moi, en prétextant que j'avais foutu le bordel dans un de ses shows et qu'elle ne voulait pas me voir. J'aurais même pas eu besoin de me défendre, elle s'est grillée toute seule avec sa haine. Mich m'emmène à côté de son van, on va se garer à côté du mien, à l'ombre des arbres du terrain de golf. J'ai ni la force ni l'envie de faire l'amour, mais j'ai eu froid la nuit dernière et j'aimerais bien me blottir contre une fille cette nuit. En plus, elle a des gros nichons. Elle m'accueille gentiment. Au moment où je lui dis bonne nuit, elle me demande un peu déçue « Tu vas vraiment dormir ?» Je dis « Ah bon, bah ouais, puis je suis un garçon, toi tu préfères les filles, non ?» Pour toute réponse, je reçois un baiser. « Ah bon, alors bon, d'accord. » Mais ma fatigue est telle que je m'endors dans ses bras. Pas très sympa, je sais, mais c'est comme ça. Vendredi. Je suis bien plus en forme ce matin qu'hier soir. Pour me faire pardonner de m'être écroulé ainsi, je la réveille avec des câlins. Après avoir fait l'amour, nous nous sommes levés, et Mich a sorti des croissants que je remplis généreusement de beurre de cacahuète et confiture de fraises. Je file au draw et tire une place au garden pour ce soir. Pas évident vu la météo menaçante, mais tant qu'il pleut pas, ça ira. Le vrai problème, c'est que mon état est toujours critique. J'ai encore mal à la gorge, je suis toujours faible. L'esprit est serein malgré tout, c'est déjà ça. Il fait nuit. Je suis garé à un nouvel emplacement, à côté du garden. C'est très loin de mon coin habituel. Ici, l'énergie est toute pourrie, j'aime pas trop ça. J'étais mieux sous mon arbre. En plus, il commence à pleuvioter. Je prépare mon matos, enfile mes chaussettes au ralenti et me dirige vers le spot. C'est à peine si j'ai la force de parler. À croire que depuis 3 jours, j'ai été incapable de récupérer mon énergie. Je me suis trop dépensé avant et à cause de la créatine, j'ai pas su écouter mon corps au moment où il aurait fallu prendre une pause. Maintenant, je paye le contre-coup. J'avale une portion de mes soupes chinoises en sachet, mais ça change pas grand-chose. Avant de claquer la porte du van, j'envoie 2 autres pilules au fond de ma gorge. Et pour la première fois, je me dis que je devrais peut-être arrêter de prendre cette merde. Le garden est mort. À cause de la pluie, le spot a été carrément fermé. Il n'y a ni musique ni lumière. Alors, je continue ma route en direction du mall. Il est environ 21h.
Même s'il est tard, les magasins sont ouverts, exceptionnellement, parce que nous sommes vendredi. Il y a pas mal de monde dans la rue, mais je sais pas si j'aurai la force de jouer. Je sais même pas si je vais pouvoir pousser la chariote encore longtemps. Mais étrangement, ça m'inquiète pas plus que ça. En fait, à cet instant précis, je suis heureux. Je vois la scène avec beaucoup de recul. Je me vois, mais physiquement, comme si j'étais en dehors de mon corps, un peu au-dessus, derrière, et je me vois en train de marcher dans la rue, comme si ma vie se résumait à ça. Je marche dans les rues. Tout en mâchonnant ma barre de céréales, je rigole tout seul. C'est un rire nerveux. Ça me fait marrer d'être dans un tel état, comme si j'étais raide défoncé. Le spot du mall est libre. Bah évidemment qu'il est libre. Depuis que je suis à Adélaïde, à part moi, j'ai vu aucun performeur jouer en dehors des heures prévues ou en dehors des spots prévus. Ça m'étonne même plus. Sur les bancs où les artistes attendent généralement leur tour pour jouer, il y a ce soir un tas d'aborigènes qui picolent. Ils bloquent les passants pour leur gratter du fric ou des clopes, de manière plutôt agressive. Si je lance la musique maintenant, il y a toutes les chances pour qu'ils viennent se rassembler autour de moi, et alors plus personne ne rejoindra le cercle. Déjà que les Australiens sont plutôt craintifs de nuit, ils oseront jamais s'approcher d'une bande d'aborigènes bourrés. Tout ce qui pourrait me sauver, c'est de créer un cercle avec du bon public pour faire le mur avant que la bande d'aborigènes ne remarque ma présence. Attends, du bon public, mais qu'est-ce que je raconte? Comme si des familles pouvaient passer dans cette rue à cette heure-là. Au mieux, je vais choper des Australiens bourrés. C'est pas terrible, mais au moins, ils ont encore un peu de thunes. Et je dois faire mon cercle en un temps record, sinon les aborigènes vont débarquer. Et là, c'est le game over. Je me marre dire que même en prenant mon temps, dans mon état normal et dans des bonnes conditions, je suis jamais sûr de créer mon cercle ici. Mais là, à ce niveau de handicap, ça devient de l'art. Je lance la musique et prépare le matos. D'un coin de l'œil, je regarde les aborigènes. Ils semblent ne pas réagir, tant mieux. J'enfile mon costume, en espérant que comme à chaque fois, la magie va opérer. Mon énergie reviendra tandis que j'enfile mes gants, mais aujourd'hui ça fonctionne pas. J'ai les gants sur les mains et je me sens toujours comme une merde. Un simple humain, faible et inquiet. Je lance les échauffements et étirements, assez douloureux, mon corps gémit. C'est alors que je vois un des alcoolos se détacher du groupe, grand et sec, l'œil louche, la démarche déterminée. Lorsqu'il est à 5 mètres de moi, j'arrête mes préparatifs et me tourne vers lui. Il continue d'avancer sans ralentir, comme s'il voulait me rentrer dedans, la tête baissée, les cheveux gras tombant devant ses yeux, puis s'arrête d'un coup sec en m'écrasant le pied, son visage à 10 cm du mien. Je sens son souffle fétide sur moi, et là, il marmonne un truc incompréhensible. J'ai paniqué, mes mains sont parties toutes seules et avec tout le poids de mon corps, j'ai frappé dans sa poitrine. Il est projeté en arrière et s'écroule. La peur retombe, je me rends compte qu'il est pas si costaud que ça, cet aborigène en fait, ou vraiment trop bourré. Je regarde au-dessus de son corps étalé par terre pour voir combien sont ses potes. Une bonne dizaine quand même. L'un d'eux a une béquille, faudra que je le frappe aux jambes en premier. D'autres semblent avoir beaucoup bu, mais il y a quand même 2 ou 3 costauds dans le tas. Il faut pas qu'ils réussissent à m'attraper. J'ai un flash. Dans ma chariote, j'ai un nunchaku à lame de rasoir. Un truc que je m'étais bricolé pour un numéro où j'éclate des ballons. Tandis que je me rapproche de mon matos pour le récupérer, le gars à terre se relève et commence à hurler tout en approchant de moi. « Fight me again !» Il veut que je le frappe encore. Je recule pour maintenir la distance, tant que c'est possible, je dois éviter l'affrontement, et je lui crie « Barre-toi, je veux pas me battre, get the fuck out !» Le bruit a attiré l'attention des passants, mais étrangement, le groupe d'aborigènes reste lui complètement indifférent, comme s'il ne nous entendait pas. Je me rends compte alors de la misère de ce pauvre gars qui reste là devant moi, à attendre que je lui mette une raclée. Je le lis dans ses yeux. Il ne se défendra même pas. Ses potes ne bougeront pas pour le sauver, et lui, il a déjà perdu le combat. À ce moment-là, je me rends compte de la foule autour de nous. Un cercle, plus d'une 50aine de personnes qui se sont arrêtées pour voir la baston. Ils sont tous là, comme des vautours, attirés par l'odeur du sang. Ma peur se change en colère, en rage. Bien plus que ce pauvre aborigène, j'en veux à ces connards qui nous regardent. Ça fait 15 jours que je me tue à trouver la manière d'attirer leur attention et leur offrir mon spectacle. Et au moment de lyncher un putain de pauvre clodo, ils m'accordent enfin un regard. Mais quelle bande d'enculés. Là je craque, je me mets à hurler sur la foule. Alors, vous êtes là pour voir le combat? Ouais? Allez tous vous faire enculer, c'est de la merde. Je suis là pour faire un spectacle, pas pour me battre. Cassez-vous, cassez-vous. Tout en hurlant, je me suis jeté sur des gens. J'ai poussé un mec comme si j'allais le frapper. La haine dans le regard. S'il avait rebiffé, je l'aurais frappé. Il s'est barré, direct. Et je me suis jeté sur les suivants. La plupart sont partis d'eux-mêmes en me voyant approcher. Au final, j'ai fait fuir tout le monde. Puis je me suis retourné vers le clodo. Ce coup-ci, c'est moi qui suis allé à lui. En courant presque. Je l'ai pris dans mes bras pour lui faire un câlin avant qu'il ait le temps de réagir. Ma bouche contre son oreille, je lui ai dit « I'm sorry for that. I'm sorry man, really sorry. » Je lui ai dit avec tout mon cœur, je suis désolé. Puis je l'ai lâché. Il a l'air complètement déboussolé. Je reste devant lui, silencieux, attendant une réaction. Son bras se lève doucement, il me tend la main. Je la serre et le regarde s'en aller.
Ça y est, je suis de nouveau seul dans le mall, anonyme au milieu des passants. L'aborigène est retourné avec les autres, les curieux se sont évaporés, de toute façon je jouerai pas pour ces connards. Mon matos toujours éparpillé par terre me rappelle que j'ai un show à faire, alors je relance la musique, et habité d'une nouvelle énergie, je refais un cercle sans même m'en rendre compte. La rue est à moi. Au bout de 10 minutes, j'ai resserré les gens autour de moi pour créer une barrière étanche qui me protégera du monde extérieur, puis lance le spectacle tandis que la pluie commence à tomber. Mais c'est pas grave, ce spot est spécial. Il est recouvert d'une grande plaque en métal circulaire, un genre de décoration urbaine qui pour le coup nous abrite de la pluie, ce qui fait que tous ceux un peu en dehors du cercle se rapprochent pour s'abriter. Je coupe la musique et demande le silence. Il n'y a plus que le bruit des gouttes de pluie. D'un côté comme de l'autre, la rue piétonne est déserte, silencieuse. Nous sommes seuls au monde, serrés les uns contre les autres, à l'abri. L'atmosphère devient intime, sécurisante. Je me sens comme à la maison un jour d'orage. Un feu dans la cheminée, bien au chaud, à regarder l'eau qui dégouline de l'autre côté des fenêtres. J'ai avec moi presque 200 personnes sous ma couverture magique. Le spectacle se passe à merveille, l'ambiance unique. À la fin, plusieurs nanas viennent m'offrir un vrai baiser, et je vends toutes mes vidéos. Un groupe de jeunes filles a même du mal à partir. Elles restent à proximité et me regardent ranger le matos, encore imprégné par la magie. Mais le show est terminé, la pluie aussi d'ailleurs. Pas le temps pour la nostalgie, il est temps d'aller jouer au Garden, car je suis maintenant guéri. La fatigue et le mal de gorge ont disparu, balayés par les émotions du spectacle. Je pourrais pas expliquer comment, juste avant de commencer j'étais à l'agonie, et entre la baston et la création de cercle, j'ai dû dépenser énormément d'énergie pour réussir à jouer. Mais pourtant, le résultat est là, je me sens de nouveau fort. En marchant vers le Garden, je croise Céline. Ah, qui est Céline ? Il s'agit d'une jolie Française que j'avais croisée il y a quelques jours. J'en avais pas parlé, mais là il est temps. J'avais pris son contact à la fin du spectacle et voulais la rappeler. Elle me plaisait. Mais comme un con, j'ai perdu le petit papier. Voilà comment on trucide une histoire romantique avant même qu'elle ne commence. Ridicule. En tout cas, elle semble ravie de m'avoir retrouvé. Et apprend avec déception que je quitte bientôt la ville. Bref, moi je suis habitué à dire adieu aux gens avant même de les connaître, alors je le prends plus sereinement. On n'a juste pas eu de chance. Elle se console en disant qu'il y aura peut-être une prochaine fois. Je veux pas être dur, mais c'est très improbable. Céline a beau être charmante, je reprends la route dans 2 jours, et elle ne me verra plus jamais. Je ne reprends même pas son email, on n'aurait pas le temps pour un rendez-vous. Dommage. Pour pas avoir l'air de l'envoyer balader, je lui dis que je joue dans le mall demain en journée et qu'elle pourra m'y trouver. Adieu jolie fille. Arrivé au Garden, je recroise les filles qui n'arrivaient pas à partir tout à l'heure. Tant mieux. L'une d'entre elles me plaît. Elles me font tout un câlin, quelques-unes m'embrassent de nouveau sur la bouche, puis je franchis les barrières pour m'installer sur le spot, bien décidé à le ressusciter. Un agent de sécurité vient me virer comme un malpropre. Non mais c'est quoi son délire ? Je lui explique que je suis programmé ici, mais il veut rien savoir. Pour des raisons d'assurance, tous les shows en extérieur sont annulés. Effectivement, je vois bien que ce soir le Garden est désert, et je devine qu'à part moi, aucun performeur n'est venu braver la pluie. Qu'importe, j'insiste pour bosser. Mais rien à faire. Il me dit que le spot est fermé pour cause d'assurance et de sécurité au cas où quelqu'un glisse et se tord la cheville à cause du sol mouillé. Sans déconner, on vit vraiment dans un monde de tafioles. C'est pas grave, je vais pas non plus insister pour me griller auprès des organisateurs. Tout ça pour jouer sur un spot vide au sol boueux. Je vais plutôt rester avec les filles. Mais malheureusement, il n'y a plus rien à faire. Tous les shows en extérieur et les concerts sont annulés. Il reste juste la grande roue de la fête foraine. Et justement, la nana qui me plaît m'invite à faire un tour. Je la remercie et lui dis que j'ai de quoi payer, mais elle insiste, en me disant que vu mon boulot, j'ai pas beaucoup d'argent et qu'elle veut absolument m'offrir la place. Elle est mignonne. Y a pas à dire, chez une jeune fille, la naïveté m'a toujours excité. Pendant que je l'embrasse, son téléphone sonne. C'est son père. Il attend un peu plus loin, elle doit partir, immédiatement. Oh, ça fait toujours un choc. Pour elle aussi, ça a l'air dur. Après un dernier baiser, langoureux, elle s'enfuit en courant. Je la regarde disparaître impuissant, puis réagis enfin et la poursuis, en traînant ma chariote. Putain, elle court vite. Je la rattrape à la hauteur d'un feu rouge, 500 mètres plus loin, et lui donne mon mail, ainsi qu'un dernier baiser. Elle s'appelle Bianca, et pareil, je la reverrai sûrement jamais. Puis je rentre au van, très fier de moi. Ce que j'ai vécu dans le mall est incroyable. Une ambiance pareille, c'est magique. Samedi. Je ne suis pas booké dans le Garden aujourd'hui, mais c'est pas grave, j'irai bosser dans le mall. Mon énergie est revenue suite au show d'hier. Après avoir compté ce matin, je me retrouve avec 130$. C'est pas énorme dans l'absolu, mais pour le mall, c'est exceptionnel. Même les meilleurs dépassent rarement la barre des 100, même ce connard de bike boy. Je recroise Mich, elle arrive juste à temps pour le spectacle. Mais malheureusement, j'en fais un pas terrible. Enfin bon, aujourd'hui c'est merdique pour tout le monde. Juste avant moi, JP a fait un tout petit chapeau, moins de 100€, et c'est rare pour lui. JP c'est un ancien.
18 ans d'expérience, une légende, des gros cercles. Son truc, c'est de jongler avec 2 torches et une hache. Pour le final, il la lance à plus de 5 mètres de hauteur et la rattrape dans le dos. Et ouais, les artistes de rue peuvent vous laisser sur le cul. Ce type est marrant, sympa et bon esprit. Pendant le festival, il m'a donné des conseils, plusieurs fois. Donc après l'avoir vu galérer, j'ai peu d'espoir. Le maul ne me fera pas de cadeau. Hier, je l'ai eu par surprise, mais aujourd'hui, le combat recommence. Rien que pour faire son cercle, il a passé plus de 20 minutes. Il faut en avoir des choses à raconter pour parler 20 longues minutes sans rien faire. Moi, j'en suis incapable, mais qu'importe, je me fous de la difficulté du spot ainsi que de mes lacunes. Je n'ai aucune pression, plus rien à prouver. Je suis là pour faire mon show, et si ça marche, tant mieux. Je prépare mes affaires, parle aux gens qui passent, et ça marche. Une fois que j'ai quelques personnes arrêtées, je les rassemble autour de moi et commence le warm-up. 10 minutes plus tard, j'ai 2 fois plus de monde. Ça roule, mais pas assez de gosses dans le cercle, donc je peux pas faire ma salade. Je me contente de monter la pression avec l'acrobatie sur la poubelle et ramasse un chapeau honnête. 70$, à peu près autant que JP avant moi. Sauf que mon show ne fait que 30 minutes et le sien quasiment 1 heure. J'ai du mal à réaliser ce qui se passe. Je commence à faire mieux que des anciens sans même utiliser le feu, ni la moindre structure. J'ai juste improvisé autour de ma poubelle. Dire qu'il y a à peine 2 semaines, j'aurais même pas été capable de faire le cercle. Comme quoi, l'entraînement, ça paye. N'empêche qu'au moment où Mich vient me féliciter, je lui avoue que j'ai pas vraiment fait mon show. Juste la partie commerciale qui me sert à manger. Mais la partie intéressante, celle avec l'histoire, j'ai pas réussi à la placer. J'aurais perdu toute mon audience si j'avais tenté le coup. Et pour ça, je dois devenir meilleur. Puis je sens une présence dans mon dos, je me retourne et vois Céline qui approche sur la pointe des pieds. Elle voulait me faire une surprise, mais c'est raté. Tels des ninjas, les street performers peuvent détecter tout déplacement d'air autour d'eux. À moins que je sois juste un pervers, capable de renifler les culottes de jolies filles. Mich s'en va, il y a un show qu'elle veut voir au Garden, je la retrouverai après. Très bien, je vais donc avoir le plaisir d'aller manger avec Céline. On va se faire des sushis, mais manque de bol, c'est fermé. Enfin à moitié, le rideau de fer n'est pas complètement baissé, et je me glisse dessous pour voir s'il reste un peu de bouffe. Je tombe alors sur un chinois qui s'excuse de ne plus rien avoir. Le gars aurait pu m'engueuler, d'être entré comme un voleur, me jeter dehors en gueulant, et la grille à moitié baissée, tu l'as pas vu peut-être? Mais c'est un chinois. S'il peut se faire $1 de plus dans sa journée, il ne laissera pas passer l'opportunité. Et puisque je suis là, il me demande de l'aide pour porter un énorme sac de riz jusqu'au premier étage. Putain, un maître de kung-fu. Après le sac, il va me demander de laver sa bagnole en faisant des gestes circulaires avec une éponge, comme dans Karate Kid. Puis il m'enseignera les techniques secrètes de ses ancêtres. Wow! En fait non, il veut juste de l'aide pour porter un putain de gros sac. En échange, il nous donnera des canettes à Céline et moi. Effectivement, son sac pèse des tonnes, ça me rappelle les déménagements. Mais bon, j'ai des bras et ça passe. Le chinois est ravi, je lui fais mon salut version kung-fu et repars avec les canettes. Tout va bien. Le vieux maître nous rattrape en courant pour nous offrir des bananes et des pommes. Sympa le petit vieux. Mais on ne me la fait pas, même s'il n'a rien révélé, je suis sûr que c'est un ancien maître ninja à la retraite, et qu'il a encore toute sa force. Malheur à celui qui viendrait lui manquer de respect, il se ferait éclater. Céline est amusée par la situation, elle n'est pas habituée au spectacle de rue, ni au contact qu'a un street performer avec des inconnus. Et à la fin d'un spectacle, on a toujours une énergie un peu particulière. Elle me raconte un peu sa vie. Étudiante, logée dans une famille d'accueil. Je me moque un peu d'elle parce que moi j'avais 13 ans quand j'ai été dans une famille d'accueil à l'étranger, elle doit avoir la vingtaine. Ma provocation passe mal, elle se vexe un peu, ce qui me fait rire. On a trouvé un endroit ouvert pour manger, mais sa famille va s'inquiéter si elle ne rentre pas rapidement. Là, je me retiens d'éclater de rire, vraiment difficilement, et lui prête mon portable pour qu'elle puisse les rassurer. Tiens, j'ai reçu un texto, je verrai ça plus tard. Son coup de fil se passe bien, elle arrive à obtenir l'autorisation de sortir. Merde, c'est pas méchant, mais je suis tellement habitué à être seul et n'en faire qu'à ma tête que j'ai vraiment du mal à voir quelqu'un de visiblement plus âgé que moi demander la permission de sortir. Ça me paraît surréaliste. Je crois que la dernière fois que j'ai fait ça, je devais avoir 13 ou 14 ans. En même temps, je la comprends. Elle vient d'arriver dans la famille d'accueil et veut faire bonne impression. Faut que j'arrête de la taquiner, sinon elle va vraiment me prendre pour un connard et se barrer. Ça serait dommage, parce qu'elle me plaît. Elle est discrète, simple et légère. Exactement le genre de compagnie que je voudrais pour ce soir. Un petit oiseau sur l'épaule. Moi qui n'aime habituellement pas le maquillage, je trouve que son rouge à lèvres lui va bien. Cette teinte accompagne parfaitement la couleur de ses cheveux et sa peau. Ça accentue la finesse de sa bouche. En récupérant le téléphone, je lis le texto. C'est Mich, elle est allée se coucher et me dit qu'on se verra plus tard. Parfait. Je peux maintenant aller voir des spectacles au Garden avec Céline sans que les deux filles se rencontrent. Ça l'aurait sans doute mis mal à l'aise que je lui dise « Céline, je te présente Mich, ma copine bisexuelle, et si t'es gentil, on fera peut-être des trucs à 3 ce soir. »
Une fois là-bas, j'arrive à nous faire rentrer gratos dans une tente pour voir un spectacle à l'intérieur. Tant mieux, parce qu'il fait un peu trop froid pour rester dehors et regarder les street performers. Mais le spectacle est étrange et j'y comprends pas grand-chose. Dommage, ça a l'air bien. Après ça, on va regarder le show de Max. Le jeune acrobate de Melbourne, lui aussi est venu ici. À force d'affronter le mall ensemble, on est devenus potes. La galère, y a rien de mieux pour créer des liens. Ça fait 2 jours qu'on devait se voir au Garden pour se parler, mais à chaque fois, je suis venu au bras d'une fille et j'ai pas vraiment pris le temps. En même temps, lui était toujours à discuter avec les autres street performers, occupé à faire son éternel numéro de grande gueule. Max, parlons un peu de lui. Max est comme moi, il en fait trop. C'est sans doute le problème de tous les jeunes, il a seulement 26 ans. Mais chez Max, c'est grave, il arrête pas. Même en dehors de ses spectacles, il continue de faire des sauts périlleux. Il bloque les gens dans les rues pour raconter des conneries, fait du baise-main à toutes les filles que je lui présente, mais en forçant le truc, ça fait pas naturel. Et surtout, il répète en boucle la phrase qu'il m'avait dit à Melbourne. Je suis le plus grand performeur qu'il y ait jamais eu et qu'il n'y aura jamais. Depuis notre rencontre, il n'avait vu que mon show de jour. Son attitude a complètement changé lorsqu'il m'a vu faire un carton la semaine dernière sur le Garden avec mon numéro de feu. Jusqu'alors, il me considérait comme un débutant, sans savoir que j'avais en fait un spectacle plus solide que le sien. À cause de son attitude vaniteuse et parfois limite agressive, j'avais une mauvaise opinion de lui, même si je devinais quelqu'un de sensible sous sa carapace. Mais malgré son comportement, je suis resté plutôt correct. Il me rappelle mon petit frère, exactement le même caractère. C'est un casse-couille, mais au fond, tout le monde l'aime bien. Par contre, on peut rien lui dire, il n'accepte aucun conseil. C'est dommage, dans la mesure où il pourra pas continuer de faire son show longtemps. Les réceptions de ses acrobaties sont trop violentes, il va s'abîmer les articulations. Et son personnage est trop arrogant, ça marche pour l'instant, c'est rigolo parce qu'il est encore jeune, mais dans quelques années, ça sera juste désagréable. Enfin bon, il n'est pas encore prêt à entendre ses vérités. Lorsqu'il est arrivé à Adélaïde, il a semblé très heureux de me voir. Loin de chez lui, j'étais sûrement un des seuls gars qu'il connaissait. Et les gens changent lorsqu'ils sont sur un territoire inconnu, ils deviennent plus humbles. Je sais pas si ça le fait sur moi aussi, vu que je suis toujours en territoire inconnu, je me sens chez moi n'importe où. Mais j'ai quand même l'impression qu'en Australie, je suis moins vaniteux que ce que j'étais en France. Au final, on a donc bossé le mall ensemble, on a tous les deux bien galéré, foiré et parfois réussi quelque chose. Vendredi soir dernier, il était au Garden quand j'ai fait mon spectacle de nuit, et justement, c'était le soir où j'ai fait mon meilleur show de tout le festival. Après ça, il est venu me féliciter, avec un visage que j'avais encore jamais vu chez lui, celui du respect. C'est à partir de là que son attitude a vraiment changé. C'est la première fois qu'il me prenait pas de haut ou à la rigolade. À partir de ce moment, on a pu discuter un peu sur le même niveau. Et je me rends compte avec plaisir qu'il partage mon point de vue sur Bike Boy, et que lui aussi a adoré les shows de Mario et de Space Cowboy. Quelques jours plus tard, j'ai croisé errant sur le mall, mal rasé et crevé. Je l'avais jamais vu avec un début de barbe. Lui, il est toujours impeccable. Et là, il semblait presque malade. J'étais choqué. Ce gars gesticule tout le temps et il est encore pire que moi. Il bosse encore, même quand tout le monde a lâché l'affaire. C'est le seul gars qui soit plus acharné que moi. C'est dire. Il fait le boulot, qu'il pleuve ou qu'il fasse 50 degrés. Les fois où j'étais le seul artiste sur le spot, c'est soit parce qu'il n'était pas encore arrivé à Adélaïde, soit parce qu'il n'avait pas saisi qu'on pouvait jouer le soir. Sinon, je suis presque sûr qu'il aurait été là à mes côtés. D'ailleurs, je l'ai vu bosser en dehors de ses horaires sur des parties pourries du mall non soumises au tirage au sort, des endroits tellement mauvais qu'on les considère pas normalement. Et voilà le résultat. À force de trop en faire, il a craqué. Et je sais bien ce que c'est. Mais quand même, je m'inquiète un peu. Il a vraiment l'air mal. Je lui demande si ça va. Par fierté, il me répond « tout va bien », avec un sourire forcé et fuyant. Il peut pas vraiment soutenir mon regard. Même si je dis rien, il sait que je sais. Mais Max est un gars fier. Il va pas commencer à couiner face à un collègue. Surtout pas face à moi, qui suis son cadet. Il a sa dignité. Derrière nous, des filles attendent pour me parler. Je les avais pas remarquées. C'est Max qui les invite à nous rejoindre. Elle me demande si je me souviens d'elle. Ouais, il semblerait qu'elles aient vu mon show et mis une pièce dans mon chapeau, c'est sympa. Certaines d'entre elles m'avaient peut-être même fait un bisou à la fin. Bon, désolé les filles, je me rappelle plus, je vois tellement de monde, et pour l'heure, je discute avec mon ami Max. À bientôt. Elles saisissent le message et s'en vont gentiment, un peu déçues. Max n'est peut-être pas mon meilleur pote, mais ça reste un compagnon de galère. On a tapé le mall ensemble, je vais pas le lâcher pour les 2 premières pétasses venues. La rue, ça crée des liens, surtout quand elle est difficile. En voyant partir les filles, Max rigole d'un rire un peu nerveux. Son rire se transforme en toux sèche, il tousse et commence à grelotter. Je sors mon gros pull en laine de la chariote et l'aide à l'enfiler. Il va déjà mieux et me dit l'air de rien. Alors, Johnny Boy, c'était comment hier avec la française ? Les autres m'appellent John, mais lui, il m'a toujours appelé Johnny Boy, comme si j'étais un gamin. Et même là, il continue de le faire, enfoiré.
Bref, je sais pas de quelle fille il parle, Céline ou Francesca. Je lui réponds que j'ai passé un bon moment avec elle et que c'est une fille bien. Après un long silence, il me demande comment je fais avec les nanas. Dans sa voix, je sens aucune ironie. Un peu mal à l'aise, je lui réponds un truc vaseux du genre « Ben, comme toi, normal quoi, tu sais, voilà ». Il me répond que non, il ne sait pas, il a pas eu de copine depuis 2 ans. Il a même pas embrassé de fille pendant tout ce temps. À ce moment-là, j'ai aucune idée de la façon dont je dois réagir. Est-ce qu'il se fout de ma gueule ? C'est une blague, il me fait marcher. Le petit garçon tout fragile que j'ai devant moi est tellement loin du Max que je connais, j'arrive pas du tout à croire ce qu'il me raconte. Et pourtant, au fond, je sens que c'est la vérité. Alors j'insiste, je lui demande « Ouais, si ça fait 2 ans, c'est parce que t'as choisi d'être seul. Tu veux pas de copine à cause de notre mode de vie ?» Négatif, il en veut une. Alors c'est quoi le problème ? T'es beau gosse, et y a toujours plein de filles qui regardent ton spectacle. Et c'est vrai, putain, Max est bien foutu, il s'habille mieux que moi, franchement, et à chacun de ses shows, il y a toujours des jolies nanas, tout excitées dans son public. Je le sais, j'en ai déjà dragué certaines pendant que lui y bossait, et il me répond qu'elles s'en vont toujours à la fin. Là, j'ai la certitude qu'il ne déconne pas. En y repensant, à chaque fois que j'étais avec Max et qu'on draguait ensemble à la fin des shows, le truc classique, il continuait d'en faire 10 fois trop alors que le spectacle était fini, et c'est moi qui repartais avec les filles, à chaque fois. Il est sincère. Et à cet instant, il rayonne. J'ai tout d'un coup envie de l'aider, de le protéger. Je comprends alors pourquoi tous mes proches m'encouragent à être plus naturel et d'arrêter de jouer au dur. C'est en dévoilant ses faiblesses qu'on touche les autres. Et sur ce coup-là, Max m'a vraiment surpris. Il me demande de l'accompagner au Garden pour boire un coup et discuter. Mais moi, pour l'instant, j'attends Céline. On se verra tout à l'heure. Avant qu'il s'en aille, je lui dis quand même « Si tu veux trouver une fille, débrouille-toi pour pouvoir lui parler 5 minutes seul à seul et sois naturel comme tu viens de l'être avec moi. Tout ira bien, t'es un gentil garçon. » Juste avant de partir au Garden, il a commencé à enlever le pull pour me le rendre. « Garde-le Max, ok ? Tu me le rendras plus tard, moi j'ai pas froid. » N'empêche, je culpabilise de le laisser ainsi. J'aurais peut-être plus jamais l'occasion de lui parler comme ça. Un peu plus tard, lorsque j'étais arrivé au Garden, il était avec tous les autres performeurs et de nouveau, dans la peau du frimeur que tout le monde connaît. Je crois que j'aurais peut-être pas dû le laisser partir tout à l'heure, j'ai peut-être raté ma chance de le rencontrer vraiment. Je ferme la parenthèse, tout ça s'est passé il y a plusieurs jours. Nous sommes maintenant dimanche soir, je viens de dîner avec Céline, et il nous reste toujours les quelques fruits du chinois pour grignoter pendant le spectacle du Garden. Justement, ce soir, c'est Max qui joue, et nous sommes assis au premier rang. Il fait froid, je la serre dans mes bras. Sa tête repose sur mon épaule, elle place ses cheveux de l'autre côté pour pas qu'il me chatouille le nez. Je la gratifie d'une caresse du revers de la main. Tout va bien. Allez, vas-y Max, montre-nous de quoi un vrai artiste de rue est capable. Ce soir, il a tout donné. Le Garden était mort pourtant. Personne n'a réussi à bosser correctement. Le festival touche à sa fin. Mais il s'est acharné comme un vrai bonhomme. Il a passé 30 minutes à créer le cercle, en commençant par nous placer en rang serré autour de lui et arrêter chaque passant qui passait derrière pour avoir le plus de public possible. Il a sorti toutes les blagues de son répertoire et n'a fait qu'un seul saut périlleux-arrière. Au moment de commencer le show pour de vrai, il arrache ses vêtements et dévoile un costume de Superman. Sauf qu'à la place du collant, il a juste un petit caleçon rouge accroché à son t-shirt par des bretelles. Avec ses jambes de sauterelle et déguisé comme ça, il a vraiment l'air d'un petit garçon rigolo. C'est la première fois que je le vois costumé ainsi. Il nous offre le meilleur show que je ne l'ai jamais vu faire. De loin, une super ambiance, des grosses figures inédites, comme par exemple un saut périlleux-arrière pendant qu'il jongle, et le tout en rattrapant ses balles après la réception. À la fin, je vais le féliciter chaleureusement. Céline lui file même 5 $, ça me fait plaisir qu'elle ait aimé. Après ça, je dis au revoir à tous les autres performeurs présents, car je m'en vais, demain matin, à l'aube. Au moment de dire au revoir à Max, il est au milieu des autres à faire le bouffon comme d'habitude. À cet instant, on pourrait croire que le petit garçon que j'ai entreaperçu l'autre jour n'a jamais existé. Je lui demande de venir à l'écart avec moi pour parler 5 minutes. Je l'emmène en silence dans l'obscurité, loin des autres. L'ambiance est tendue comme si on allait se battre, mais je garde le silence. On marche un peu, et une fois posé, il est redevenu le gentil Max tout fragile. Un peu intimidé, il me dit que si c'est pour le pull, il aimerait bien me l'acheter 50 $. Ça me fait rire. Et pourtant, je sais qu'il ne blague pas. Avant d'être performeur, il tenait une boutique de fringues. Et aujourd'hui encore, il adore les belles fringues. Mon pull est franchement chouette, je l'avais payé assez cher en France. C'est sans doute mon habit préféré. Et cette coupe ne se trouve sans doute pas en Australie. Ça se trouve, il croit que c'est grâce à cet accessoire que j'arrive à rencontrer des filles. Je lui réponds que le pull, c'est cadeau, en récompense pour son spectacle. Mais c'est pas pour ça que je voulais le voir. Demain matin, je m'en vais. C'est donc la dernière fois qu'on se voit, avant longtemps. Et j'ai pas vraiment eu le temps de parler avec lui au final. Avant de partir, je tenais à lui dire que son spectacle est 100 fois mieux avec le costume, et qu'il doit enrichir son personnage pour faire moins d'acrobatie et plus d'humour. Il est d'accord.
Je lui dis aussi que le max que j'aime est celui que j'ai en ce moment devant mes yeux, pas celui qui en fait des tonnes. Et que c'est en étant naturel qu'il va trouver une copine, et surtout qu'il va se trouver lui-même. Après un long silence, il baisse les yeux et me répond avec une petite voix que c'est vraiment dur d'être naturel. Ouais, je sais. Après lui avoir fait un câlin, je m'en vais avec Céline. Adieu, il me manquera. Sur la route, je dis à la demoiselle que son rouge à lèvres est vraiment bien choisi. Elle se marre. Il n'y a pas une goutte de maquillage sur son visage. Ce que je vois, c'est la couleur naturelle de ses lèvres. Mais le compliment passe d'autant mieux. Nous marchons ensemble pour l'instant. Et devinez où nos routes se séparent. Dans le 1000, au même feu rouge. Celui où Francesca m'a suivi quelques nuits plus tôt. Je sais pas pourquoi, mais ça ne m'étonne pas. Pourtant, Adélaïde est une grande ville. Des feux rouges et des intersections, il y en a des centaines. Il a fallu que ça soit de nouveau celui-là. Combien de couples se sont formés et déchirés ici? Les places ont leur énergie. La rue est vivante. Ce soir, je sais très bien ce que va répondre la demoiselle. Elle rentre à la maison, toute seule. Et pourtant, je pense que pour elle, la soirée qu'on a passée est importante. Comparé à Francesca, par exemple, je suis quasiment certain que Céline mettra beaucoup plus de temps à m'oublier, alors qu'elle ne passera pas la nuit avec moi. Pourquoi ? Parce que cette fille a ses principes, je le sens. Ce qu'elle va me refuser ce soir, c'est son corps. Mais avec du temps, elle serait prête à me l'offrir, et bien plus encore. Malheureusement, j'ai ni le temps, ni la motivation pour tout ça. Un jour peut-être, je pourrais avoir une relation de plus d'une semaine avec une fille, mais pour l'instant, je préfère rester seul. Je pars demain, c'est fini, ça s'arrête là. Je lui pose malgré tout la question, par acquis de conscience, « Veux-tu m'accompagner et dormir avec moi au van ?» Lorsqu'elle me répond « Non », je m'abstiens de répliquer « Je le savais !» d'un air victorieux, ça aurait paru étrange. Elle me remercie pour la soirée et les câlins. Nous échangeons un baiser, beaucoup d'énergie, de tendresse, j'avais vu juste. Je suis même pas triste ou frustré. À vrai dire, je me réjouis d'aller dormir tellement je suis crevé. Nous partons chacun de notre côté. Lundi matin. Avant de décoller, je vais une dernière fois au tirage au sort. Je veux dire adieu à tout le monde. Arrivé avec 1 heure d'avance sur le spot, JP est déjà là. Il est à peine 9h du mat et il observe les gens passer dans la rue. Un petit carnet posé sur ses genoux. Je m'assois à côté de lui et il commence à m'expliquer. Regarde le petit vieux avec un gros bide. Il se lève et le suit en copiant son pas lourd. Puis se met à 4 pattes devant une vieille et frotte par terre pour nettoyer le sol avant qu'elle ne pose les pieds. Donc en gros, il est venu en avance pour s'entraîner à faire du mime. C'est très rare de voir des anciens se remettre en question et apprendre de nouvelles choses. En l'occurrence, il s'est cassé la voix hier et a besoin d'une solution de secours. Je trouve ça très courageux et beau, voir un mec qui a passé presque 20 ans à bosser dans la rue, toujours assez passionné pour se lever si tôt et venir faire ses tests dans le mall. Il y a quand même quelque chose de magique. On s'amuse ensemble à trouver des gags à faire en suivant les gens. Puis les autres performeurs finissent par arriver. Je dis au revoir à tout le monde, un par un, et je suis surpris par le respect qu'ils me témoignent. Eux, habituellement si distants, se montrent aujourd'hui très chaleureux. En même temps, je les sollicitais pas trop. Moi, je pensais que la moitié d'entre eux me prenaient pour une merde, un petit con. En partant, j'entends quelqu'un applaudir dans mon dos. Puis, d'autres personnes se joignent à la première pour former un vrai applaudissement. C'est bizarre, aucun spectacle n'a commencé. Je me retourne, curieux pour voir ce qui se passe. Les performeurs sont tous tournés dans ma direction. Et c'est moi qu'ils applaudissent. Je m'en vais. Le sourire aux lèvres, les yeux humides.